Voilà, monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission, le débat politique sur STV. Au début des années 1990, quand le vent de la démocratie souffle sur le continent africain, notamment sur les pays francophones, un ensemble de pays organisent ce qu'on appelle les conférences nationales souveraines. Ça a été par exemple le cas du côté de la RDC, le Zaïre à l'époque. Il s'agissait des grands forums pour essayer de réfléchir sur les problématiques concernant ces différents pays. Au Cameroun, à côté de cette conférence nationale souveraine, on a choisi, le président de la République avait dit, elle est sans objet. On a donc opté pour une tripartite, une rencontre entre le gouvernement, la société civile et les partis politiques pour évidemment réfléchir sur les problèmes posés à l'époque. Vous savez que le vent de la démocratie avait à cette époque-là occasionné un certain nombre de soulèvements, notamment ici au Cameroun, avec ce qu'on appelait les villes mortes, qui ont duré pratiquement 8 mois. Alors, 28 ans après cette tripartite, nous sommes pratiquement à un autre carrefour. Vous le savez, le président de la République, le 10 septembre dernier, a annoncé pour les prochains jours le grand débat national, au moment où le Cameroun traverse également une autre crise assez pertinente dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ce soir, on a donc on a choisi de faire un parallèle entre ces deux temps forts de l'histoire du Cameroun. Loin du débat, comme c'est souvent le cas, on va davantage essayer de profiter de nos invités qui sont pour l'essentiel des acteurs de premier rang de ces assises-là. On va profiter de leur témoignage pour reconstituer cette histoire dans la perspective du grand débat national, pour voir ce qui pourrait être fait pour mieux améliorer les prochaines assises et surtout implémenter les résolutions. Alors, les grands axes. D'abord, on va revoir les acteurs présents et les rôles qui ont été joués lors de la tripartite. Ensuite, on va essayer de voir les thèmes précis qui ont été débattus et puis après, la mise en œuvre des conclusions et une forme de bilan 28 ans après pour, je l'ai dit, voir ce que pourrait nous apporter le grand débat national. Le thème ce soir, il est unique. Tripartite et grand débat national, similitudes et différences, avec 4 panélistes dont 3 sont déjà installés. D'abord Anani Rabi Binzi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste. Vous faites d'ailleurs une émission très regardée sur Canal 2 International, la Tribune de l'Histoire, qui permet évidemment aux téléspectateurs de revivre des grands moments d'histoire. Merci vraiment d'être là ce soir. Merci de m'avoir invité, c'est un honneur que vous me faites et surtout que vous me permettez de dire ce que j'ai connu à cette époque. J'ai eu l'honneur de participer à la tripartite en tant que journaliste, avec un certain nombre de journalistes dont Bolel Karimo et tout. Et même nous avions fait venir à l'époque le secrétaire général des journalistes français, Robert Gros, il s'appelait à l'époque. Pour apporter sa contribution. On en parle dans un moment. Sambaka, bonsoir. Bonsoir député Tongo, bonsoir à tous les téléspectateurs. Vous êtes premier vice-président de l'UDC, on sait bien le rôle que votre parti a joué lors de ces assises. Vous étiez présent d'ailleurs également aux côtés du président national Adamou Damjoya et quelques autres cadres de votre parti. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Évariste Fopossi, bonsoir. Bonsoir député. Honorable d'ailleurs, vous étiez député à l'Assemblée nationale, vous êtes du SIF, vous vous occupez davantage des finances. Problèmes économiques. Le problème économique au sein du SIF, mais également un acteur de cette tripartite, vous l'avez vécu de l'intérieur. Absolument. Au sein du Social Democratic Front. Merci beaucoup d'être là. Merci de m'avoir invité. Et puis d'un moment à l'autre, on aura Jeanne Soga qui a confirmé sa présence dans ce studio, sur ce plateau. Elle sera là dans quelques minutes seulement. Vous le savez, Jeanne Soga est désormais secrétaire général du FSNC, le Front du Salut National du Cameroun, du Issa Tiroma Bakari, le ministre Issa Tiroma, qui en est donc le président. Jeanne Soga à l'époque également était au cœur de cette tripartite, aux côtés des forces de l'opposition. On aura également son vécu au sein de ces assises-là. Juste derrière la transition, donc, on va peut-être commencer avec l'historique de cette tripartite. Alors pour cette première phase, je vais me retourner vers vous, Anani Rabi Binzi, peut-être une forme d'historique. Contexte, environnement, en 91, à quoi ressemble le Cameroun qui ouvre ses travaux du côté du Palais des Congrès? Vous savez,
l'histoire semble souvent très dure vis-à-vis des humains. Parce que les humains n'aiment pas l'histoire, parce que de temps en temps, elle fait mal. Donc on aime on ne l'aime que quand elle vous arrange. Il faut faire des rectificatifs. Vous avez dit le vent de la démocratie n'a pas commencé en 91, parce que en 87, Monsieur le Président Bongo et moi avions déjà organisé une conférence nationale au Gabon en 89, avant la bolle, contrairement à ce que les gens racontent. Il n'était pas poussé par quelqu'un. Bon, ça c'est la deuxième partie. Nous avons parlé de tripartite au Cameroun. La seule chose que je voudrais dire, c'est comment c'est arrivé. Parce que les gens ont toujours oublié que les personnes, même qui sont du parti du pouvoir, peuvent avoir l'initiative de certaines choses. Parce que M. Ogbenlind, que vous connaissez, c'est lui qui nous réunit à Paris la première fois, le 15 janvier 1991. Et il y a dedans les gens comme les Kalalobe, les Jean-Michel Tekam, Abel Yinga, Blaise Pascal Tala, Suzanne Kalalobe, Jean-Michel Tekam, Abel Yinga, Erwin Koum qui était là, Ngola Boum, qui était président du RDPC à Paris. C'est lui qui nous appelle un jour, le 15 janvier 1991, à l'hôtel Hilton à Paris. On a reçu des convocations et on arrive, il nous dit qu'il faut réfléchir sur une conférence de force vive de la nation au Cameroun. C'est tout le monde en parlait, mais Soukap, le premier qui a eu l'idée d'en parler publiquement, c'est donc Ogbenlind. Nous devrions nous réunir ici un mois après, au mois de mars 91. Les vivants sont encore là, les Kalalobe, les Oté, les Olivier, les Kala, les Nkoum et tout. Et quand on est arrivé ici, quelques-uns comme moi, on a pris contact avec des gens. On a rencontré des gens qui faisaient le plus de bruit, comme les Ndjao et les Bois et tout. Et c'est eux, puisqu'on aime beaucoup imiter ce qui se fait ailleurs, puisqu'on a parlé de conférence nationale, il fallait que nous on parle de conférence nationale souveraine. Et ça a commencé à se casser, parce que de certains comme nous, comme les Nietzsche, les gens Tekam, on leur a demandé, mais nous détenons la souveraineté de qui? Nous ne sommes pas les élus. Si les députés, les conseils municipaux furent-ils mal élus, décident de faire une conférence nationale souveraine, on peut les comprendre parce qu'ils détiennent un mandat. Or, pendant ce temps, je peux dire ici clairement que des gens comme Ndjawe avaient déjà fait ils avaient déjà été voir des femmes au marché, ils avaient l'association de vendeuses de bananes, l'association de vendeuses d'arachides, qui ils prenaient leur carte d'identité, ils prenaient leur signature pour aller parler en leur nom. Et c'est là où on a commencé, ça s'est cassé. Et le président Biya, qui a été plus intelligent, parce que nous, on avait dit au départ, on va faire le recensement de tout ce qui ne va pas. On va soumettre au gouvernement camerounais avec des propositions. Bon, et c'est comme ça que quand ça allait de tous les côtés, le président Biya a été malin et il a inventé la tripartite. Ok. Jeanne Soga, bonsoir. Bonsoir, Evita. Merci de nous rejoindre. Je m'excuse pour le retard. C'est pas plus mal. Vous avez juste quelques minutes en moins. D'ailleurs, c'est la première intervention. Nous en sommes à l'historique. Sambaka, vous, à l'UDC, comment est-ce que vous appréhendez l'annonce du président de la République qui dit plutôt on ira à une tripartite, la conférence nationale est sans objet? Je dois dire que le contexte, c'était celui d'un pays complètement paralysé. Il y avait au moins 8 provinces paralysées. Il y avait les villes mortes. L'économie ne marchait pas. La situation était grave. Et les revendications de l'opposition étaient la conférence nationale souveraine. C'était à la mode, ça c'est vrai. Et face à cette demande, le président de la République, à un certain moment, il a dit que c'était sans objet.
Bien. Quelque temps après, il a donc convoqué la réunion tripartite. La réunion tripartite qui devait avoir à l'ordre du jour le code électoral et le code médiatique. L'opposition n'était pas d'accord avec cette démarche parce que nous passions du parti unique au multipartisme et il fallait absolument que la Constitution soit revue. D'autant plus que les mécanismes institutionnels qu'on utilisait n'étaient pas adaptés à un contexte de multipartisme. Donc, face à ce bras de fer, l'opposition camerounaise a fait un mémorandum pour les préalables. Pour assister à cette conférence, il fallait répondre, n'est-ce pas, aux doléances de l'opposition. Dans un premier temps, cela a été refusé. Et il faut dire la vérité, c'est que ça a un peu divisé, ça a divisé l'opposition. Et l'opposition camerounaise qui revendiquait la conférence nationale souveraine avec bien sûr un ordre du jour bien précis, certains ont dit on n'y va pas. D'autres ont dit on va y aller et de l'intérieur on va changer les choses. Je pense que c'est dans ce contexte-là que la tripartite a pu démarrer, je crois, le 30 octobre. De 90. Oui, et elle s'est terminée le 13 novembre. Évariste Poposi, du SIF, l'historique que vous en faites? Ouais, l'historique n'est pas différent de celle du président Sambaka, puisque au départ, on était ensemble. Je vais simplement restituer un peu la tripartite dans son contexte, sous un angle plus populaire, quoi. Vous savez, si on en reste à ce qu'a dit le grand frère Binti, on aura l'impression que c'était un processus normal, qui avait été préparé, réfléchi. Non, je ne crois pas. Peut-être, ça c'est la face invisible de l'histoire, hein. Ça c'est la face cachée de l'histoire. J'aimerais bien qu'ils mettent ça dans un livre. Je serais heureux de connaître ça, mais celle que j'ai vécue est autre. Le pays n'était pas bloqué, comme dit le président. Non, le pays était en effervescence. C'est-à-dire qu'il y avait une ambiance pratiquement révolutionnaire. Le peuple avait hâte de prendre les choses en main, de redéfinir les règles de jeu et enfin de mettre le Cameroun sur les rails. Donc l'effervescence durait depuis plus de 6 mois et avait conduit, comme il le dit, pratiquement à une sorte de paralysie. Bon, ben, le peuple a demandé une conférence nationale souveraine. C'était la mode, et puis le petit peuple avait adhéré à ça et voulait cette conférence nationale souveraine, et les leaders de l'opposition avaient embrayé là-dessus. Bon, mais le président Biya n'en voulait pas, puisqu'il avait dit à l'époque que c'était sans objet. Et il a imaginé ce que je peux appeler un monstre, parce qu'en réalité, même quand les gens y allaient, ils ne savaient pas ce que ça voulait dire. Que voulait dire une tripartite? Pourquoi une tripartite? Le peuple entier veut une conférence nationale souveraine où nous allons nous regarder en face et redéfinir le RR. Quelqu'un nous dit qu'il organise une tripartite. Bon, on a hésité, comme l'a dit le président Sambaka. Finalement, on s'est dit, bon, ben, allons voir. Mais malheureusement, bon, quand dès qu'on a tâté le terrain, beaucoup se sont rendus compte que c'était une mesquinerie, qu'en réalité, même le modérateur n'était pas du tout un modérateur. Il était là juste pour donner la parole à ses amis politiques. Là, vous parlez de l'ancien Premier ministre. Voilà. Paix à son âme, ça doit Paix à son âme. J'aurais bien voulu en discuter avec lui. Actuellement, malheureusement, il s'en est allé. Paix à son âme. Donc, je disais que
vraiment dans la mémoire des Camerounais qui ont vécu cette histoire. Surtout qu'en tant que parti politique, vous, ça commence... Et surtout au niveau le 26 mai 90. Ça a été une très mauvaise expérience. On s'est fait piéger. Le président Biya a piégé la révolution populaire dans cette histoire-là et il a étouffé cette effervescence. En contrepartie, on n'a rien obtenu. Et c'est pour ça que j'espère que les acteurs actuels vont tirer les leçons de cette mésaventure. Il s'agissait d'une mésaventure pour l'opposition et j'espère que ça ne se renouvellera pas cette fois-ci. On fait le parallèle tout à l'heure. Jeanne Soga, vous, l'historique, comment vous la compterez aujourd'hui, cette histoire de tripartite dans le contexte de l'époque? Disons que j'ai écouté avec beaucoup d'attention. C'est vrai que la première intervention m'a échappé en partie, mais j'ai écouté le président Baka et notre camarade Foupoussi, parce que c'est un camarade des années 90, on a été tous dans la lutte. Comment dire ça? Il y a des phrases choc très populistes qui reviennent inlassablement. Un peu comme à l'époque, justement. Qui reviennent inlassablement, et puis je me suis dit, bon, ça fait un peu 68 heures, et puis finalement, non, je veux retenir pour ma part l'essentiel, c'est que nous étions, contrairement à ce que prétend le camarade Foupoussi, nous étions exsangues. Nous avions réussi à paralyser le Cameroun sans pour autant savoir si on avait l'adhésion de l'ensemble du peuple. Parce que parler au nom du peuple signifie qu'on en a mandat, on en a reçu mandat. Il faut dire que le gros de l'opposition se définissait sur, on va dire, 4 régions, 4 provinces à l'époque sur 7, c'est-à-dire le littoral, c'est-à-dire l'ouest, c'est-à-dire le sud-ouest et le nord-ouest. Voilà où résidait le gros de l'opposition. Avec, on va dire, des élans mitigés dans le septentrion, dans la mesure où le septentrion était divisé à l'époque en 3. Et donc, était divisé, non, n'était pas divisé, il me semble que c'était en un seul bloc, mais sur le plan pratique, c'était divisé quand même en 3, c'est-à-dire nous avions une partie qui était acquise au mouvement, et puis les 2 autres qui étaient plus ou moins mitigées. Il faut le reconnaître, c'est la vérité, c'est la cartographie. Bien, étant donné que Douala était le poumon économique du Cameroun, l'opposition avait lancé un mot d'ordre d'incivisme fiscal. Et donc, de là découlait le fait que les impôts n'étaient plus payés, il n'y avait plus d'adhésion, les opérateurs économiques avaient plus ou moins joué le jeu dans la mesure où, d'une certaine manière, on paralysait. Oui, ça les arrangeait aussi, mais on avait véritablement paralysé le mouvement. Et donc, il n'y avait pas que le carton rouge. Après le carton rouge, il y avait des barrages dans les rues. Je veux dire, on était sous une forme quasi insurrectionnelle, mais je veux dire limitée à certaines régions. Il faut le reconnaître. Nous avions paralysé Douala. C'était le seul port. Peut-être que l'idée du port de Kribi vient de là. Peut-être, je dis peut-être. Et effectivement, d'une certaine manière, le pouvoir en place avait réfléchi à une sortie de crise. Et d'une certaine manière, nous-mêmes, nous étions exempts parce que n'oublions pas que l'opposition ne recevait pas de subventions comme on pourrait le croire aujourd'hui. Comme c'est fait aujourd'hui, nous n'avions pas de subventions. Nous vivions de nos propres deniers. Il me souvient que certaines réunions du directoire avaient fait l'objet de cotisations. Je pense que chez le président Dika, qui était président du directoire en sa qualité de président de l'UPC. Dika, quoi. Dika, quoi, oui. Et il me souvient qu'on avait lancé des collectes, et donc chacun mettait sa main à sa poche pour réunir une somme pour faire ci ou ça. Bien. Nous n'avions pas du tout de subvention. Et donc nous-mêmes nous étions exempts parce que plusieurs parmi nous étaient des hommes et des femmes d'affaires. Nous étions obligés de fermer quasiment 5 jours sur 7, puisqu'il n'y avait que le samedi et dimanche qui étaient considérés comme journée de ravitaillement. Nous étions exempts. Ça arrangeait un peu tout le monde, il faut le dire. Donc, comment dire, nous étions dans une espèce de jeu de rôle où le pouvoir en place et l'opposition bandaient les muscles, mais nous savions que nous n'avions pas les ressources pour aller plus en avant.
parce que nous n'avions pas de soutien de l'extérieur, il faut le reconnaître. Les choses étaient un peu étriquées. Les politiques d'aujourd'hui sont peut-être mieux outillés et peut-être mieux ouverts à l'international. Peut-être que ça a été mieux préparé cette fois-ci, j'en sais rien. Toujours est-il que nous étions nous-mêmes exsangues. Et donc, la proposition de la tripartite vient effectivement contrarier nos velléités, qui était de revendiquer la conférence nationale souveraine, à laquelle je suis membre du directoire, donc je peux le dire avec autorité, nous n'avions pas véritablement réfléchi. C'est-à-dire que nous n'avions pas de contenu. Il faut aussi ajouter que c'est les Français qui ont lancé cette affaire. Parce qu'il ne faut pas dire que c'est nous. Grand frère Binzi, je pense que nous allons nous entendre. Et donc, peut-être que dans les partis comme l'UNDP, à l'époque, il y avait une réflexion qui avait commencé à mûrir, comme l'UDC d'ailleurs, parce que il me souvient que le professeur Adamou Damdjouya, le docteur Adamou Damdjouya était dans une démarche pédagogique et de réflexion analytique. Il essayait chaque fois qu'on avait une réunion du directoire, parce qu'on se déplaçait énormément entre le littoral et l'ouest, pour tenir nos réunions, il essayait de nous faire comprendre qu'au-delà de l'activité, de l'activisme de rue que nous affections, parce que c'était bien de courir dans les rues devant les gendarmes, etc. Il y avait une démarche constructive, didactique qu'il fallait développer. Mais bon, on n'était pas très nombreux. Enfin, ouais, il n'y avait pas très nombreux. Les personnes qui pouvaient réfléchir n'étaient pas très nombreuses, on était plus axés sur autre chose. Et donc, sur l'action terrain véritablement. Et c'est parce que nous étions sur le terrain que nous avions réussi à mobiliser autant de gens. Nous étions véritablement sur le terrain, vous rencontriez des leaders de l'opposition dans la rue qui marchaient, je veux dire, qui s'entretenaient avec les jeunes, qui essayaient de leur expliquer le bien fondé de toute activité, etc. Et donc, ça venait nous contrarier, mais en même temps, on s'est précipité on devait se réunir en quatrième vitesse pour essayer de coordonner nos idées, pour essayer d'exiger du pouvoir qui nous laisse, on va dire, la latitude d'exprimer ce que nous appelions la volonté du peuple, mais qui était en réalité la volonté d'une partie du peuple. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, qui n'étaient pas vraiment structurées, mais nous pensions que c'était bien réfléchi parce qu'en réalité, nous étions de bonne foi. Nous voulions que les choses changent, qu'elles s'améliorent, qu'il y ait une véritable ouverture démocratique dans ce pays, que les choses soient gérées différemment et qu'on instaure la bonne gouvernance de façon définitive. C'est ça, en fait, ce qui nous conduisait dans notre lutte. On arrive donc à la tripartite, un peu coupé de nos leaders, parce qu'il faut dire que bien que nous étions pour la plupart membres du directoire, à ce moment-là, il s'est passé quelque chose d'incompréhensible, mais en même temps qui dénote de la véritable, psychologie qui conduit l'ensemble de la classe politique camerounaise. C'est-à-dire que, bien entendu, je dis, ça nous conduit. On le voit aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez, lors de ce rencontre-là, l'intelligentsia politique qui emprunte un chemin et se coupe du reste de la planète. C'est-à-dire que vous avez l'impression que les gens pensent à ce moment-là être investis d'un pouvoir qui, je vais compte de je ne sais pas moi où. Alors, nous allons à la tripartite. Moi, je me souviens que mon président, j'arrivais même pas à la voir. Bon, on n'avait même pas le portable, donc il fallait se déplacer. On ne savait même pas où il disparaissait, parce que quand il sortait de la salle, on ne savait même pas où il se réunissait. Donc, c'était un peu... Le président, c'était j'avais Bello Bouba Magari, qui était mon président. Et donc, on était un peu largués. Finalement, on crée des commissions, mais finalement, on voit atterrir des textes qui étaient déjà prédéfinis. Donc, on se bat pour ne pas laisser passer des mots, on annule les mots, on s'engueule. Bon, on ne s'est pas battu comme on l'a vu au Ghana, mais enfin, on y était presque. Je pense que le président Baka en a gardé un chaud souvenir parce qu'on avait quand même des nuits. Donc, ce que je veux dire, je vais terminer, si vous le permettez. Je vais dire qu'en réalité, si je devais parler de similitude, la seule similitude qu'il y avait entre cette situation-là et maintenant, ce serait que il y a on a décidé de se mettre ensemble pour se parler. Voilà, ça c'est la similitude que moi j'ai remarquée. Maintenant, les raisons et les origines sont totalement différentes pour moi, parce que autant aujourd'hui, je ne sens pas d'adhésion véritable, même s'il y a un besoin réel. Il y avait plus un besoin pour le discours, d'entendre le chef d'État s'exprimer, qu'un besoin de nous voir nous retrouver.
c'est ce que j'ai ressenti, je peux me tromper, je n'ai pas la science infuse. Par contre, à cette époque-là, les choses étaient différentes. Aujourd'hui, je dirais que la seule similitude, c'est qu'on se retrouve je veux dire, j'espère qu'on va se retrouver, ou que les acteurs politiques, même si je n'en fais pas partie demain, ce serait pas grave, mais que les acteurs politiques véritables se retrouvent et puissent discuter en se regardant les uns les autres dans les yeux, mais aussi qu'on adresse un message fort à celui qui gouverne aux destinées de ce pays, parce que c'est lui qui est en fait le maître du jeu. C'est lui qui a décidé de nous accorder cette opportunité qu'il faut saisir de mon point de vue. Et voilà, il faut avancer. Alors, on va donc entrer dans les acteurs présents et leur rôle. On le sait, en face de vous tous, il y avait Sadou Ayatou. Vous y voyez une feinte. Je crois que l'honorable Fopossé l'a dit autrement tout à l'heure. Je veux dire que vous demandez une conférence de presse et le président, d'ailleurs, comme maintenant, vous envoie son premier ministre. Alors que vous attendez certainement à une rencontre, un dialogue direct avec le président de la République, Sambaka. Non, ce que je dois dire, c'est qu'il faut avoir la tête sur les épaules. Il y avait un président de la République qui a délégué son premier ministre pour faire le travail. Et je dois dire que les partis de l'opposition avaient des préalables. C'est vrai, on avait demandé que le président de la République soit présent. Mais je peux vous dire que les revendications que toute l'opposition avait, la coordination, ceux qui sont allés à la tripartite ont posé les mêmes revendications sur la table. C'était les mêmes revendications. La principale était la refonte constitutionnelle. Parce qu'on ne peut pas changer si on ne va pas changer la Constitution. Mais je peux vous dire rapidement que le Premier ministre avait tout rejeté en bloc. Il avait tout rejeté en bloc et c'est ça qui avait fait l'objet de la sortie de la salle des partis de l'opposition, et une médiation s'est mise en place pour ramener les partis de l'opposition. C'est pour cette raison que du 30 novembre, je crois que c'est le 4 ou le 5, que les partis se sont donc organisés parce qu'ils ont dit on va dialoguer. Mais on va dialoguer, on va se faire des concessions. C'est là où est sorti le mot consensus. Il fallait donc revisiter les demandes de l'opposition et voir qu'est-ce qui pouvait être accepté du côté de l'opposition comme du côté du pouvoir. Et je dois dire que dans les revendications, je les ai notées, dans les revendications de l'opposition, il y avait le fait que le Premier ministre refusait de mettre à l'ordre du jour la réforme constitutionnelle, d'étendre le code électoral à tous les scrutins parce qu'on n'avait pas harmonisé. On l'a fait plus tard, mais on n'avait pas harmonisé le code électoral. Il y avait à l'intérieur de la salle une majorité statistique. Et on disait non, le consensus ne peut pas être statistique. Le consensus est une décision qui doit être prise. Aucune décision ne peut être prise tant qu'il subsiste la moindre opposition. C'était comme ça qu'on avait redéfini donc le consensus. On refusait d'associer les partis politiques au choix des personnalités indépendantes. Vous voyez, considérant le refus du Premier ministre de faire retransmettre les débats en plénière et en direct à la radio et à la télévision, on a trouvé un consensus, c'était qu'après les résolutions, on allait à la radio d'État et à la télévision d'État faire une table pour expliquer aux populations ce qui s'est passé à la tripartite. Il y avait le refus même d'accorder une amnistie fiscale. Je dis tout cela parce que plus tard nous allons voir qu'est-ce que... Les conséquences. Non, qu'est-ce qu'on a donc concédé, qu'est-ce que l'opposition a pu obtenir de ces négociations. Il y avait l'amnistie fiscale ou bien le moratoire fiscal. Il y avait le problème de la suspension des journaux suspendus, excusez la tautologie. Il y avait le refus de libérer les citoyens abusivement détenus pour leur délit d'opinion. Il y avait tout cela que toute la coordination, celle qui était dehors comme celle qui était dedans, avait posé comme préalable. Donc ceux qui étaient dedans se sont dit, nous y allons pour négocier sur la demande que tout le monde a faite. C'est-à-dire par solidarité, il était question que les revendications de l'extérieur
Il y a des lettres, par exemple, que la coordination de l'extérieur avait écrites au président de la République. Et on retrouve donc ces revendications dedans. Et ceux qui sont allés à l'intérieur sont allés pour obtenir ça de manière officielle avec des discussions. Il fallait d'abord caler comment est-ce qu'on allait discuter. Quel est le mot d'adoption? Parce que au démarrage, on passait la parole aux gens et on avait constaté que la salle était noyée des gens du pouvoir. Même ceux qu'on appelait la société civile et autres, quand on donnait la parole, c'était toujours eux. Donc on s'est dit, on ne peut pas arriver à quelque chose de consensuel si on va sur un problème statistique. Vous comprenez? Donc tout ce que je vous ai dit là, nous avons obtenu ça. Vous allez voir ça plus tard dans la déclaration du 13 novembre. Parce que c'est celle-là qui a donc finalisé. Et je peux vous dire tout ce qui a été fait jusqu'à les commissions qu'on a mises en place pour rédiger, n'est-ce pas, un avant-projet de constitution. Donc, pour faire bref, ce que je dois dire, c'est que il ne faut jamais sous-estimer un travail. Et il ne faut pas penser que une réunion, c'est de dire que ceux qui sont au pouvoir viennent et vous donnent leur pouvoir. C'est difficile de penser comme ça. Maintenant, vous pouvez revendiquer, vous pouvez faire des pressions comme on avait fait à l'époque, n'est-ce pas? Et puis dire, ok, on se met au dialogue, mais à la fin, il faut balancer pour voir qu'est-ce qui a été accepté, qu'est-ce qui n'a pas été accepté. Et pour vous dire, on dit souvent comment chuter, je dois vous dire que à cette époque-là, l'opposition aussi était un fourre-tout. C'est-à-dire qu'au niveau de l'opposition, il fallait bien savoir si on veut atteindre des objectifs et mesurer les objectifs qu'on a atteints pour savoir si cette réunion a servi à quelque chose. Mais on ne pouvait pas en même temps se dire que tout ce qu'on revendique, on va l'avoir. Absolument. Il fallait savoir ce sur quoi on ne pouvait pas tergiverser. Et est-ce qu'on l'a eu? Tout cela, on va le développer et je vais vous montrer ce que l'opposition a obtenu à cette réunion tripartite qui n'a pas été su par les populations. D'accord. Il faut le dire, ça n'a pas été su par les populations parce que la table ronde qui a été faite, il faut le dire, le PCA de la CITV de l'époque, le ministre, est venu retirer la bande. C'était Conchu Komeni. Il a retiré la bande et les populations n'ont pas pu savoir tout le travail qui a été fait au niveau de la tripartite. Et malheureusement, à cette époque, on avait des journaux qu'on appelait la Sainte Trinité qui ont repris cette affaire comme si l'opposition avait échoué. Vous voyez? Et le peuple, comme il n'y avait pas eu de conférence nationale souveraine, n'a pas vu les avancées. C'est aujourd'hui qu'on va mesurer les avancées de la tripartite pour dire que si nous sommes là aujourd'hui et que nous pouvons avancer, c'est surtout grâce à la tripartite. Avant de passer la parole à Nani Binzi et puis Varis, il y a quand même ces précisions. Le président Samuel Eboa était président du directoire, vice-président Ané John Frondi, secrétaire général Jean-Jacques Kindi, les autres étaient membres. Le prince Zika, par contre, était le président de l'association des partis politiques. Le dernier président de la coordination des partis politiques de l'association. Okay. Le seul unique président du directoire fut donc Samuel Eboa, de regretter mémoire. Alors, c'est dire que... Non, on a eu Dika Kwa, absolument, qui était président du directoire, on l'a eu. Bien sûr, c'était une présidence rotative. À ce moment-là, c'était tout à fait, comment dire ça, démocratique, c'était rotatif. Il y a eu le président, il y a même eu le SDF qui a assuré la présidence du territoire. Absolument. Okay. Anani Rabi Bindi, c'est dit donc que les assises de la tripartite, évidemment, après 8 mois de grève, commencent sur une tension perceptible. Hein. Méfiance, soupçon entre l'opposition, la société civile aussi, on en parle moins, mais elle était conviée à travers le clergé qu'on a beaucoup vu et le gouvernement en face. Vous savez, Cyril vient de dire quelque chose de vrai. C'est que les Camerounais, nous avons un esprit dubitatif, on passe le temps à ne pas croire d'où. La tripartite a amené beaucoup de choses. Sauf que, comme ils viennent de dire,
l'opposition, comme vient de dire Jean Souga, l'opposition était un fourre-tout au départ. Et beaucoup ne sont venus qu'en disant que Bia Mosgo, et que c'est là, c'était la seule revendication. La seule revendication. La deuxième revendication était qu'il y avait déjà un gouvernement qui circulait. L'honorable Foupoussi savait, un gouvernement qui a été fait par des gens qui disaient... Qui n'attendaient que le départ du président. Qui n'attendait. Alors, quand on part devant quelqu'un qui est assis devant presque 40 ans au pouvoir, et comme on nous a appris que tous les objectifs, l'objectif principal d'un parti d'opposition est la prise et la conservation du pouvoir le plus longtemps possible. Il fallait donc pas croire qu'ils vont rester les bras croisés. Il y a eu, quand il parle de ce qu'on a obtenu beaucoup de choses. Moi, j'ai vu bien accepter une révision constitutionnelle de 2 mandats de 5 ans. Quand je dis accepter, c'est-à-dire quand il fait rédiger une constitution par ONU et qu'on l'envoie à l'Assemblée, par exemple, c'est qu'elle a été acceptée par lui. Et les querelles ont fait que quand cette constitution arrive, d'autres vous disent non, il a déjà... Non, il ne faut pas, on n'accepte plus, il reste 7 ans, un mandat. Et le RDPC aussi s'est réveillé pour faire la deuxième constitution. On a dit maintenant 7 ans renouvelables une fois. Donc, les querelles entre l'opposition, entre ceux qui... Vous savez, personne ne dit, tout le monde dit qu'il est opposition, ça fait bien. Absolument. Mais sauf les autres, dès que toi tu dis rien, ça veut dire que tu es pour le gouvernement. Il y a eu cette affaire-là. Cyril vient de dire que beaucoup de choses ont été obtenues et la Sainte Trinité qui voyait un gouvernement sortir de là, un gouvernement dirigé par eux et tout. Pour la gouverne des téléspectateurs, on va définir et préciser ce que c'était la Sainte Trinité. La Sainte Trinité, c'est le messager, nouvelle expression, Challenge Hebdo. C'est ça les journaux de la Sainte Trinité. Qui n'ont pas vu ce qu'ils voyaient, ils avaient parmi eux des gens qui se voyaient ministres et tout. Pour eux, l'opposition, la tripartite n'a rien fait. Jean a dit tout à l'heure quelque chose de très important, que ceux qui vont aujourd'hui à ce dialogue auquel le chef d'État nous convie seront peut-être plus posés et beaucoup plus réfléchis, avec moins de on a joué plus soupçonneux aussi de se dire que bon, comme tout ce qui n'a pas été, tout ce qui était arrêté à la tripartite n'a pas été implémenté, on va être plus regardant. La tripartite, parce que les gens disent tripartite, non. Parce que c'est la France qui a donné le nom Conférence nationale souveraine. Ça s'est passé d'abord au Gabon, où j'étais membre d'organisation. Ça s'est passé après au Bénin. C'était ça. Et nous avons pris, il faut le reconnaître, le nom Conférence nationale souveraine n'est pas venu du Cameroun. Ça a été au Congo, ça a été tous les pays. Et il y a eu ce qui a été choquant, c'est que la France a demandé la conférence nationale dans des pays où elle voulait semer un peu la pagaille. On n'a pas demandé une conférence nationale en Côte d'Ivoire, où Fouet était omniprésent, tout puissant. On n'a pas demandé une conférence nationale au Sénégal, où Abdou Diouf était dans les mêmes conditions, parce qu'il ne fallait pas déshabiller ce qu'on voulait protéger. Et c'est ça qui a fait que de temps en temps, les gens se sont ressaisis. Parce que les deux pays, la Côte d'Ivoire était dans les mêmes conditions, où l'armée se battait dans la rue avec des gens, et on n'a pas demandé de conférence nationale, on n'a pas poussé de conférence nationale souveraine là-bas, on n'a pas poussé au Sénégal, où Abdou Diouf avait mis pour la deuxième fois en prison Ouad Abdoulaye, à chaque fois qu'il revendiquait la victoire. Donc, alors ça aussi, ça a joué un peu, parce que certaines personnes, même qui étaient pour, ont commencé à réfléchir en se disant pourquoi c'est seulement dans certains pays. Donc, mais la tripartite n'a pas apporté ce que les Camerounais voulaient, c'est-à-dire sortir de là avec un gouvernement
dirigé par eux, parce que ceci Donc pour l'opposition, c'était le principal objectif. Non, c'est pas pour l'opposition. C'était un des principaux objectifs. Évariste. On va pas laisser dire ça. Si, d'accord. Mais c'est pas oui. Si on laisse cette image de la tripartite là Prospérer. prospérer, Je n'ai pas dit que c'est pousser on sort les quand même de 8 Camerounais, mois c'est pousser les de Camerounais vers un au cours desquels on demandait au départ de Biya. Biya piège. Mosgo, c'était le leitmotiv. Non, Dipita, vraiment, allons droit au but. Nous tournons en rond. La tripartite, c'était la réponse du gouvernement à la sortie. C'était imaginé par le gouvernement pour casser la pression qu'il subissait. Donc, le gouvernement a cherché à s'en sortir et il a piégé l'opposition. Ça, il faut être clair. Je ne dis pas que la conférence nationale, c'était la recette magique. Non, c'était la mode à l'époque. Très peu de gens savaient ce que c'était. On savait simplement que ça allait servir d'exutoire, qu'on allait en profiter pour nous regarder en face, nous critiquer et peut-être élaborer les nouvelles règles. Mais le régime, le gouvernement a réfléchi et il a fait de la tripartite un piège qui non seulement a cassé le mouvement populaire dont il avait fait face, mais aussi a semé la zizanie dans les rangs de l'opposition et entre l'opposition et la société civile. Personne n'a vu le piège. J'aime bien le président Sambaka, mais si on passe tout notre temps à ne trouver que des vertus à ce piège qu'on nous a posé, c'est que nous préparons les Camerounais à un autre piège. Parce que ce dialogue qui arrive, si nous ne tirons pas les leçons de la tripartite. Non, mais on ne va pas non plus appeler les gens à l'insurrection parce que nous ne sommes pas contents. Attendez, madame, j'en ai pas terminé. À l'époque de la tripartite, la similitude entre la tripartite et le dialogue qui arrive, c'est que c'est toujours une réponse à une situation, mais ce n'est pas la même situation. À l'époque, le gouvernement subissait une pression politique, donc une pression assez gentille, puisque c'était purement politique. Même si l'effervescence était dans la rue, elle n'était pas encore révolutionnaire, on ne brûlait pas. Enfin, il y a eu quelques mais il n'y avait pas un soulèvement populaire, non. Mais le dialogue qui arrive, c'est une réponse à un soulèvement militaire. Donc, il y a des gens qui ont pris des armes. Oui, c'est la crise anglophone, madame. C'est pas un soulèvement militaire. Non. Le dialogue qui arrive, c'est pour résoudre la crise anglophone, en premier lieu. Une insurrection. Et la crise anglophone, c'est carrément une insurrection. Enfin, je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais les gens ont pris les armes, s'il faut le dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis pas sûr que les animateurs de la crise anglophone se laisseront piéger une seconde fois. Non, pas une seconde fois, comme nous nous sommes laissés piéger en 91, pas une seconde fois. C'était pas eux. C'était des gens très gentils. C'était nous, les intellectuels, les politiciens. On s'est laissé piéger. Mais je ne suis pas sûr que si le régime ne réfléchit pas bien et ne donne pas un sens réel au futur dialogue, je ne suis pas sûr qu'il arrivera à obtenir le même résultat. Peut-être le président Biya pense que l'histoire se répète, mais je ne crois pas. L'histoire ne se répète jamais à l'identique. Et les leçons qu'il faut tirer, il faut plutôt tirer des leçons de cette tripartite. Alors, avant peut-être Jeanne, vous voyez, non, je vous redonne la parole. Je veux simplement faire une précision. Évidemment, le débat il est très suivi et je reçois beaucoup de contributions, notamment, et je lui dis bonsoir, celle de Maître Charles Tchongan, l'ancien bâtonnier, dont on sait quand même qu'il était la société civile à l'époque. Hein. Je crois qu'il était le président de l'OCDH, l'Organisation camerounaise des droits de l'homme. Et il parle donc, évidemment, cet échange sur le directoire. Il estime que le président du directoire avait été élu chez M. Kaché.
et a correspondu au retour du Premier ministre Bello. Et après, ce fut le grand conflit au sein donc, de l'UNDP à la tripartite. Il continue en disant Bello a pris le contrôle juste après le directoire et a disparu parce qu'il était contre la participation à la tripartite, et Samuel Eboa y est allé pour sauver son poste de président de l'UNDP. Donc, qui était contre Bello? Bello Boba. Il y était. Il était pour. Il était Bello pour, Boba a au pris contraire. le contrôle juste après C'est le l'autre qui l'a directoire et a suivi. disparu parce qu'il était Eboa contre. qui était contre. C'est Eboa qui était contre. C'est Eboa qui était Pour ne contre. pas accepter. C'est Eboa qui était contre. D'accord. Dans tous les cas, c'est bien d'avoir ces d'une réunion contributions. où le président Bello Eboa était avait pour. demandé qu'on n'y aille pas. Bello était pour. C'est Bello Alors, qui Jeanne, était je pour. vous redonne la parole sur la suite du débat et puis Samba va revenir sur les conclusions. Je voulais, avec votre permission, quand même dire une chose. D'abord, je voudrais rappeler que le peuple camerounais habitant le nord-ouest et le sud-ouest n'est pas en insurrection. Il est agressé. Si l'honorable Foupoussi ne regarde pas les vidéos où on torture et on enterre vivant les Camerounais, j'en suis fort désolé. Parce que aujourd'hui, les civils, contrairement à l'époque où les civils étaient partie prenante et intégrante de la revendication, aujourd'hui, les civils sont pris en otage par des bandes armées. Par des bandes armées. Il s'agit de cela. Bien. Lorsque le Cameroun ou les Camerounais revendiquent la prise de parole du chef de l'État, il n'y a pas que le problème anglophone, il y a tous les autres problèmes. Et nous espérons que la crise du nord-ouest et du sud-ouest vont servir, on va dire, qui ont servi au prétexte de la prise de conscience générale, va aussi servir de prise, enfin du moins, va permettre la prise de parole de tous les acteurs, et ils ne sont pas concernés uniquement par la crise du nord-ouest et du sud-ouest. Il ne s'agit donc pas d'insurrection, mais il s'agit d'agression. Il n'y a pas que nos forces de défense et de sécurité qui sont prises en otage et tuées. Les civils au quotidien le sont. Si on interdit aux enfants d'aller à l'école, ce n'est pas les enfants des militaires qui sont dans les autres régions, c'est bel et bien les enfants originaires du nord-ouest et du sud-ouest. Et c'est de ça qu'il s'agit. Bien. Je pense que depuis 2 ans, depuis 2 ans et demi, nous observons ce qui se passe. Tous, nous sommes, non pas seulement observateurs, mais nous sommes victimes, parce que chacun de nous a dans sa famille quelqu'un qui est resté sur le carreau, dans le nord-ouest et le sud-ouest. Qu'on ne vienne pas nous dire ici qu'il s'agit d'une insurrection. Il ne s'agit pas d'insurrection. Puisque, aujourd'hui, de manière claire, dans le nord-ouest et le sud-ouest, il y a une partie majoritaire qui espère le retour au fédéralisme, et pour ça, il n'y a pas besoin de prendre des armes, et une partie minoritaire qui espère la sécession. Et cette partie minoritaire qui espère la sécession et qui est orchestrée et financée par la diaspora camerounaise, ou alors une bande de personnes qui à l'origine étaient des Camerounais, qui aujourd'hui ont une autre nationalité ou d'autres nationalités, c'est cette partie minoritaire-là qui réclame la sécession, qui a pris les armes. Elle est minoritaire. Si elle était majoritaire, croyez-moi, il y a longtemps que l'affaire serait réglée. Que l'affaire aurait été réglée. Alors qu'on ne fasse pas un film là-dessus. Bien. Madame, les armes n'ont jamais été majoritaires. Hein. Quand quelqu'un prend les armes, il prend les honorable Foupoussi, on a vu dans ce pays. On a affaire à une guerre civile là-bas, madame. Vous faites comme si non, vous n'allez pas mentir. Je ne mens pour pas. Passer un message. Mais je le vis, vous ne le vivez pas. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que vous savez de ce que je fais? Vous y allez. Alors, on revient. Qu'est-ce que vous savez de ce que je fais? Il y a une guerre civile là-bas. Vous y allez. Non, mais qu'est-ce qu'elle demande si elle y va? Elle parle là-bas. Il y a une guerre civile. Monsieur, j'y vais tous les jours. Les victimes sont de tous les côtés, madame. De tous les côtés, lesquels? Lesquels? On finit la première partie dans 1 minute sur la tripartite. Il y a plus de 3000 morts, madame. Et on s'oriente dans le grand débat. Cette population est tuée par qui? Ah, je ne sais pas. Ah, vous ne savez pas, mais pourtant vous y allez.
Vous y allez, mais vous ne savez pas. C'est une guerre civile. Vous savez. Quand vous terminez. Alors, une guerre civile, madame. Monsieur, vous n'allez pas nous imposer votre vocabulaire. Parce que fort malheureusement pour vous, vous n'assumez même pas vos propos. Je vous pose la question, qui tue les populations? Vous dites que vous n'en savez rien, alors que vous y allez. C'est ce que vous dites. Alors, moi je dis ceci. Si vous le voulez bien, Dipita, je vais reprendre la parole, sinon je vais laisser l'honorable Foupoussi parler comme il a l'habitude de le faire. Mais ici, là, ça ne marche pas avec moi, je vous le dis. Je vous le dis. La mémoire des gens qui sont en bourse de vous n'en savez rien, la mémoire des gens, c'est vous qui assalissez en prenant la parole et en racontant des bêtises. Alors, je vous en prie, qui souffrent, qui j'en termine. Samuel, alors, personne n'a le monopole du cœur. Je vous en prie. Personne n'a le Au monopole. contraire, ce que nous disons aujourd'hui, il ne s'agit pas d'insurrection pour moi, il s'agit d'agression. C'est un point de vue que l'honorable Foupoussi ne soit pas d'accord. Très sincèrement, je m'en tape. Ce que je dis, c'est mon point de vue, je l'assume. On termine sur la tripartite. On refait d'abord l'histoire et puis on va embrayer le grand débat. Donc je dis, pour ce qui concerne la tripartite, je pense que ça a été largement débattu et je dis les seules similitudes que moi je vois, elles ne sont pas de la même. Ce ne sont pas deux rencontres issues ou ayant la même origine. C'est deux rencontres. La seule similitude que moi je vois, c'est deux possibilités similaires, on va dire ça comme ça, pour les Camerounais de se retrouver et de se parler. C'est sur ce point-là que je voulais chuter en disant que pour moi, dans le nord-ouest et le sud-ouest, le problème est différent. Les dispositions sont différentes. La prise de parole du chef d'État a été attendue. Il nous invite à un dialogue. On va y aller. Et je suis d'accord avec le président Baka, contrairement à ce que certaines personnes qui n'avaient pas le droit à la parole à l'époque veulent prétendre aujourd'hui. Il y a un certain nombre de choses qui ont été, on va dire, obtenues. Il faut le reconnaître. Il y a des gens qui y ont travaillé. Il faut le leur reconnaître. Au Cameroun, on est très, très prolixe quand il s'agit de dénigrer le travail des prédécesseurs. Moi, je voudrais rappeler quand même que ce Cameroun n'est pas né en 2016. Il est né il y a bien longtemps. En 1919, on était déjà un territoire, il me semble, en juin 1919. Je ne voudrais pas qu'on oublie que ceux qui ont travaillé depuis ce temps-là méritent la même considération que ceux qui ont été à la tripartite. Je voudrais quand même faire ma culpa auprès de Charles Tchongan. J'ai mal lu son message tout à l'heure. Il précise effectivement que Bello Bouba était contre cette tripartite-là, et puis après... Non, il était pour. Il était pour, c'est Bois qui était contre. C'est Bois qui était contre parce que Bois voulait arracher le parti à Bello Bouba Maïgari. Non, Bello lui avait arraché le parti. Non, monsieur, c'est Bello Bouba qui a fait son parti au Nigeria. Et Bois était boîte postale, j'étais là. Oui, mais... Non, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. C'est pas sûr. Mais pas sûr, je ne suis pas sûr du tout. Qui a fait l'histoire, hein? Qui a fait le parti? Ce n'est certainement pas Bello Bouba. Non, mais c'était où? Quand Bello a fait une conférence nationale à Lagos. Quelle conférence de presse? Une conférence de presse à Lagos. Le parti était déjà créé. Bello est venu arracher le parti à Ebois. Voilà l'histoire. Non, mais je dis, madame. Alors, quand Bello Bouba fait la conférence de presse, il annonce la création du parti. Non. Samuel Eboa était président du parti déjà. Oui. Ici au Cameroun. Mais Bello était encore au Nigeria, c'est lui qui a envoyé les documents. Quel document? Non, mais c'était pas lui qui a créé. Moi, je considère que ça, ce sont des détails. Alors, il faut aller sur les points essentiels de la réunion tripartite pour qu'on comprenne effectivement ce qui s'est passé. Je vous ai dit au départ que l'opposition réclamait la conférence nationale et il y a eu la demande de la tripartite. Et sur cette demande, pour que l'opposition participe, elle a posé des préalables. Ces préalables, on en a discuté. Et je dois vous dire que le 13 novembre, du moins l'opposition s'est organisée. L'opposition a désigné comme tête de file pour aller voir les représentations diplomatiques et autres, c'était Eboa Samuel. Il a désigné Adamou Damjoya comme celui qui devait, avec son groupe, négocier avec le gouvernement pour aboutir à cette déclaration du 13 novembre, que je vais vous donner parce que tout à l'heure, je vous ai dit les revendications. Vous avez vu. Maintenant, qu'est-ce qu'on a obtenu? Une seconde. Oui. Je voudrais vraiment préciser, je voudrais être en harmonie avec M. Chatunga, qui vraiment, je l'en remercie.
pour sa contribution. Alors je voudrais donner le message tel qu'il a été dit pour que cette correction soit faite. Bello Bouba a pris le contrôle juste après. Exactement. Et le directoire a disparu parce qu'il était contre la participation à la tripartite et Samuel Eboa y est allé pour sauver son poste de président de l'UNDP. Et Bello n'a jamais été président du directoire. Bello était pour la tripartite et Samuel Eboa était initialement contre, mais il y allait pour sauver son poste à l'UNDP. Je répète que d'abord personne n'a prétendu que Bello Bouba était président du directoire. On a dit que la présidence du directoire était rotative et que nous avions eu le SDF qui en a assuré la présidence. D'ailleurs, à ce sujet, je rappelle que le passage du témoin entre Dikarakwa et Fondi s'est fait au cercle municipal à Yaoundé, et au sortir de cette réunion, nous sommes retrouvés face à feu, comment ça s'appelle Dikarakwa? Non, celui qui s'occupait de la police, j'ai oublié. J'ai un trou de mémoire. Fauchivé. Nous sommes retrouvés face à Fauchivé qui nous a donné, parce que nous sortions pour aller à Etoudi, je pense que l'honorable Foussi est là, témoin. Et quand nous sommes sortis, Fauchivé nous a indiqué un autre chemin en nous disant que si nous dirigeons vers Etoudi, il nous fera tirer dessus. Je pense que tout le monde était présent. Donc vraiment, personne n'a prétendu que Bello était président du directoire. Par contre, ce que je dis, c'est que Bello, lorsqu'il arrive au Cameroun, son intention, évidemment, c'est de prendre les rênes du parti dans lequel il y avait une grande majorité des gens du septentrion. Et il assiste à la tripartite. Il assiste à la tripartite en tant qu'observateur. Il n'est pas encore, de façon officielle, membre de l'UNDP. Première chose, il vient donc avec une délégation, il est assis dans la salle. Par contre, il me souvient que comment on appelle ça, le président Eboa était resté en Consamba et la tripartite a démarré sans qu'il ne soit à Yaoundé. Il nous a rejoints plus tard et c'est vrai qu'il nous rejoint parce que il faut dire qu'il cède à la loi de la majorité de son propre bureau qui décide d'aller à la tripartite. Okay. Donc il vient. Maintenant, le mot sauver son poste, bon, sauver son poste par rapport à quoi? Puisque après ça, il y avait le congrès à Garoua. À l'UNDP, s'il voulait sauver son poste, n'avait qu'à venir au congrès de Garoua, parce que le congrès de Garoua avait été, convoqué, et on a vu que Bello était seul. Le président Eboa n'y est pas venu, pour les raisons que lui seul connaît, et on n'a même pas eu besoin d'aller aux élections, puisque Bello a été, désigné comme président, je dis bien, dans la salle, parce qu'on n'est pas allé aux élections. Le n'a jamais assumé la présidence du directoire, c'est ça? Bien. Pardon? Le SDF n'a jamais été à la présidence. C'était tournant. C'était pas une affaire de deux fois. Tout le monde est passé par là. Frundi a été président par 2 fois. Même le président Adamou Damdjoya. Tout le monde est passé par là. C'était rotatif. Tout le monde est passé par là. Il fallait donner l'opportunité aux leaders de l'opposition de s'exprimer, chacun en assurant à son temps, en assurant la présidence. Je dis le 5 novembre. D'accord. Eboa Samuel s'en va vers les diplomates pour expliquer les choses. Et puis, il y a une délégation qui est chargée de négocier avec le gouvernement, conduite par Adamou Damdjoya, l'ambassadeur Fossou, Ngaya Plaire Fambo, Bédé Jean-Pierre, président de l'Union social-démocrate, Anta Gassagaï, Difoum David, Chouenko Samuel, conseiller du SDF, qui assiste le 6 novembre uniquement, Paul Richard, président du FRN. Alors, à l'issue des discussions, on a dit, sur la décrispation, il y avait un paquet de deals qui avait été fait. Et pour le gouvernement, le moratoire fiscal accordé aux contribuables victimes des opérations ville morte a été accordé. Sur la forme constitutionnelle, l'inscription de ce point à l'ordre du jour a été accordée, création d'une 3e commission chargée de débattre des problèmes constitutionnels donc, mise sur pied de la commission d'un comité technique tripartite chargé de préparer les propositions relatives à cette réforme et à une programmation dans le temps des travaux irrélatifs. C'est pour ça qu'on vous a dit qu'on a programmé la tripartite 2. Okay. Alors, organisation d'une nouvelle rencontre tripartite. Cette rencontre aura lieu avant les élections législatives. Sur le consensus comme mot d'adoption, il était question de chercher à convaincre tous les participants sur chaque point sans
passer outre une opposition, même minoritaire. Donc, il fallait tenir compte des minorités. Sur le sort des décisions de la rencontre, les termes du consensus seront respectés selon les modalités légales prévues. Sur la participation aux travaux, l'intégration d'un représentant des partis politiques ayant suspendu leur participation aux travaux dans le bureau de la rencontre et dans les comités de rédaction qui ont été ou seront constitués. Ça a été fait. Alors, sur les autres points soulevés, s'agissant des associations dissoutes, le gouvernement a fait savoir ce qui suit. Les associations ont été dissoutes pour non-respect de leur objet. Elles ont introduit des recours devant les juridictions compétentes qui les ont récusées. Justice a été rendue et leur dissolution confirmée. Maintenant, quand on sort de la tripartite, je dois donner quelques dates. Je prends par exemple le 19 novembre. Et je crois que Jeanne en a parlé un tout petit peu. Le 19 novembre, une négociation serrée menée au ministère des Finances entre les membres du comité et le secrétaire d'État aux Finances, M. Olanguena, a abouti à un accord sur les conditions exceptionnelles du moratoire fiscal prévu par la déclaration du 13 novembre. Le 21 novembre, la réunion tenue au ministère de l'administration territoriale a permis de finaliser les mesures qui relèvent de la compétence de ce département ministériel. Il n'y a que le problème des associations dissoutes qui n'a pu avoir de solution à ce niveau. Le 3 décembre 91, toujours, les comités étaient reçus par M. Jean Fauchivet à la délégation générale à la Sécurité nationale. Tous les problèmes ont été débattus avec sérieux. Les commandements opérationnels, le retrait des forces de 3e catégorie, les contrôles routiers et les services de rétablissement de l'ordre public, le problème de la suppression des bureaux de vote dans les garnisons militaires, les vexations, les brimades, les intimidations par les forces militaires, les rafles sauvages, les groupes d'autodéfense, les interventions des anti-gangs, la libération de Saint-Fotokam et autres, le harcèlement des leaders politiques ont fait l'objet de débats prometteurs. Alors enfin, les membres, voilà. Pour vous dire que même le comité technique a été mis sur pied. Et ce comité technique, je peux vous donner les noms. Alors, pour l'opposition, le comité technique se compose de manière suivante. Représentants des partis politiques, Pierre Flambou-Ngayap, André Atebangwa, Simon Mounzou, il était absent, Maître Elad, représentant des pouvoirs publics, professeur Joseph Oona, Benjamin Itoé, le professeur Stanislas Menolin, le professeur Jean-Pierre Fogui, représentant des personnalités indépendantes, le professeur Carlson Anyangwe, absent, et le professeur Mbomé, absent, et Maître Edmond René Loé. Donc, pour vous dire que ce comité a été mis en place, et ils avaient pour mission, à la tripartite 2, de rapporter leur copie, ensuite, validés, ils devaient être soumis à référendum. Bon, je veux terminer en disant que quand on a vu les revendications de l'opposition, quand on a vu ce que l'opposition a pu obtenir à l'intérieur de la tripartite, qu'est-ce qui a posé problème donc? Pour que ceux qui ne sont pas venus à la tripartite se joignent à ceux qui ont obtenu ce qu'eux tous revendiquaient, pour revendiquer ensemble. Parce que ce qui a cloché, c'est quand il fallait mettre en place la nouvelle constitution. Le président de la République est sorti, il a dit voilà 500 millions pour ceux qui vont aux élections législatives. Et quand nous avons dit nous ne pouvons pas aller à ces élections parce qu'il n'y a pas encore la tripartite 2, qu'est-ce que les autres ont dit de l'opposition qui était à l'extérieur? Ils ont dit que nous sommes allés nous amuser là-bas et prendre de l'argent. C'est ce qu'ils ont dit, relayé par les journaux. Nous sommes passés à côté, si on peut le dire. Ce n'est pas seulement par le fait du pouvoir qui, lui, a profité du fait qu'il y avait un désordre au niveau de l'opposition et qu'il y avait un problème de positionnement. Parce que la vérité dans cette affaire, c'est que l'opposition, jusqu'aujourd'hui, 30 ans après, n'arrive pas à s'entendre. Pourquoi? C'est pour les problèmes de positionnement. Ce n'est que pour les problèmes de positionnement. Alors, le peuple
si le peuple a été floué, le peuple n'a pas été floué par ceux qui sont allés négocier et obtenir ce que tout le monde voulait. Le peuple a été floué par ceux qui n'ont pas retransmis fidèlement les choses qui se sont passées. Et là-dedans, il y a le gouvernement, et il y a certains membres de l'opposition et la presse. Et à ça, vous me faites un peu penser à la réaction de Akeremouna qui souhaite un grand rassemblement de l'opposition ou de forces opposées au gouvernement avant ce grand débat dans un de ces tweets. C'est un vœu. Mais alors, depuis 30 ans, c'est un vœu pieux. Toujours. Avant de passer peut-être la parole à Évariste Foposi, je voudrais prendre cette autre réaction. L'une des différences essentielles entre la tripartite et le grand débat national, c'est que la seconde rencontre n'est pas l'affaire des partis politiques. Le président de la République, dans son discours, cite les participants et ne fait aucunement allusion aux partis politiques, même pas au RDPC. Ce qui est normal parce que la question sécuritaire et vivre ensemble sont des sujets d'intérêt général. Or, les partis défendent par essence les intérêts de clans. C'est Roger Sombaï, on le sait, il est cadre au sein du RDPC. Il a souvent été un panéliste sur ce plateau. Cela dit, Évariste, vous allez apporter. Dans la démarche, il y a même dans la démarche, la façon d'aborder le grand dialogue est totalement différent. Ce message, justement, nous permet de faire donc la lecture et l'analyse du grand dialogue national qui va intervenir dans quelques jours. Évariste, vous avez la parole. Non, je voulais simplement dire que j'admire bien la vision optimiste du président Sambaka, mais pour nous, pour beaucoup de Camerounais de l'époque, pour une certaine partie de l'opposition, cette tripartite a été un gros échec, un grand échec, tout simplement parce qu'on s'est fait piéger. On a bavardé, oui, on a fait des propositions, mais qu'est-ce que c'est devenu? Rien du tout. Donc, tout ce que j'ai cité là, c'est ce qu'on a demandé, qu'on a obtenu. On a obtenu la révision de la Constitution. Vous estimez qu'on n'a rien obtenu par rapport aux attentes? Non, en vérité, on s'attend lorsqu'on va négocier dans ce pays à ce que la personne qui a le pouvoir vous dise voici le pouvoir, j'ai peur de... Non, je ne vais pas passer à la parole, s'il vous plaît. Allez-y, ce que je dis. Évariste, allez-y. Qu'est-ce que vous attendiez donc? Ce n'est pas en allant mentir à celui qui a le pouvoir que vous obtiendrez. Évariste, allez-y, vous savez, le pouvoir, c'est une tentation. C'est toujours une tentation d'appropriation pour celui qui a le pouvoir. En face. Non, je dis pour ceux qui ont le pouvoir. C'est toujours une tentation d'appropriation. Non, arracher quelque chose au pouvoir, c'est toujours une volonté de conquête. Si on n'a pas cette volonté, on ne peut rien obtenir. On ne peut pas croire que le pouvoir peut vous tendre son pouvoir que vous combattez. Il ne peut pas. Donc, vous estimez que c'est un échec? Oui, ça a été un échec. Mais c'est sous-estimer ceux qui ont travaillé. Parce que bon Dieu. Non, ça a été un échec. Mais le SDF a travaillé dedans. Laissez-le développer. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Le n'a pas signé. Son envoyé était là, son nom est là. Quand on s'est aperçu. Le président Foundi était là le 6 novembre. La fourberie, je vais prendre cet appel. Une super chérie. Nous avons demandé à notre président de se retirer et il s'est retiré. Pourquoi vous voulez pas? On va prendre un appel. Ceci. On va prendre l'appel d'un acteur. Si nous allons à ce dialogue dans cet esprit-là, on sera d'éternels mendiants. On n'obtiendra rien. Moi, je crois que le dialogue, tout le monde veut aller au dialogue. On l'a dit. Et tout le monde a été reconnaissant que ce dialogue arrive. Mais pour que ce dialogue résolve le problème qui est posé, il ne faut plus qu'on tombe dans le piège de la tripartite. Il faut d'abord qu'on sache comment les choses vont se dérouler. Pas qu'il y ait un président en même temps partie prenante et arbitre. Mais alors, ensuite, il faudrait qu'on sache ce que les résolutions deviendront. Quand vous serez à la tripartite, quand vous serez en pause, vous ne serez pas présent par allez répétez tout ce que j'ai dit. Avec les dates, nous sommes dans des partis. Nous sommes dans des partis. Nous nous battons. Vous n'êtes pas dans un parti. Vous êtes un intellectuel. Vous avez le droit de mettre n'importe quelle position. Mais nous agissons. Nous ne sommes pas dans un parti. Nous sommes réalistes. Je me dis que journaliste, mon métier ne me permet pas. Nous sommes réalistes. Non.
on ne peut pas en même temps combattre quelqu'un et lui confier son sort. Voilà ce qu'on a fait à la tripartite. Nous avons confié notre sort au régime et il en a fait ce qu'il a voulu. Et si on lui confie notre sort lors de ce dialogue, on obtiendra le même résultat. Venons au dialogue national. Vous vouliez donc qu'on y aille comment au dialogue? Moi, je veux savoir. Il faut retenir que... Qu'il démissionne alors, grand débat national de la présidence de la République. Grand débat national, je voudrais noter quand même cette contribution également de Seydou Maïdadi qui dit, bon, lui-même parle de la création de l'UNDP. Alors, le grand débat national, c'est à la fin de ce mois. Anani Rabi Bindi, on vient de refaire la tripartite. Vous y voyez des similitudes. Jean parlait d'au moins une, c'est-à-dire que tout le monde va s'asseoir. Je veux dire que l'opinion, la représentativité nationale va... La représentation, qu'est-ce que c'est? La représentation. La représentation nationale va s'asseoir pour évoquer, notamment en premier, le président l'a dit, la question du nord-ouest et du sud-ouest, et parce que ça aura certainement des incidences sur d'autres entités de la République. On va y parler de l'intégration nationale de l'unité. Vous me disiez... Donc, pour faire le parallèle avec la tripartite, vous y voyez d'autres similitudes? Non, moi je vois... Jean a dit tout à l'heure quelque chose d'important. Il a dit qu'un peuple du nord-ouest et du sud-ouest est agressé, qu'il n'y a pas une insurrection. Les gens, vous savez, tout le monde, quand vous venez sur un plateau de télévision, aujourd'hui, on veut que vous disiez qu'il faut libérer Kamto, il faut libérer tout ceci, il faut libérer... Moi, je ne m'inscris pas là-dedans. Je dis, c'est deux choses différentes. C'est comme quand je dis, on a parlé du grand débat national, allons-y d'abord. Si moi je suis invité, j'irai. Je dis, si on me fait l'honneur de m'inviter. Et c'est de là-bas que je poserai le problème. On ne peut pas commencer à dire, quand on dit, venez au grand débat national, vous dites, nous, quand on vient, c'est avec telle idée, il faut faire ceci, il faut faire cela. Sinon, personne, vous ne dialoguez jamais, puisque chacun va rester sur sa position. Et moi, je dis qu'il y a des similitudes. Et tout ce que Sambaka dit tout à l'heure, il y a eu beaucoup d'avancées avec la tripartite. Rien que le fait qu'on ait accepté déjà de revoir la Constitution, de revoir... Moi, je me souviens que pendant 2 jours, on a discuté parce qu'il fallait donner le statut de journaliste. Le Femme Ndongo venait avec l'idée que pour être journaliste, il faut avoir fait l'enseignement secondaire supérieur, diplômé de l'enseignement supérieur. Et nous, on a fait venir Robert Gros, qui a dit que être journaliste, c'est d'abord avoir un état d'esprit, une mentalité de journaliste, et gagner le 75 à 100% de ses revenus par ses écrits et ses photos, qu'on se perfectionne dans les écoles. Alors que ça a été quelque chose. On a vu quand même sortir un statut de journaliste. Et aujourd'hui, si on peut le dire, même le statut de journaliste qu'on a sorti, c'est-à-dire les salaires et tout, il y en a qui gagnent plus que ce qu'on avait dit. Sauf maintenant les patrons qui ne veulent pas respecter. On a vu des choses comme ça. Et aujourd'hui, on peut dire, on a vu une carte de presse dirigé par des journalistes, un conseil national de la communication dirigé par des journalistes, ce qu'il n'y avait pas avant. Donc la tripartite a quand même obtenu ces avancées-là. Obtenu quelques avancées. Donc vous dites, il vaut mieux y aller et puis poser peut-être sur la table les conditions. Absolument, au lieu de poser les conditions avant d'y aller. Parce que vous posez... Là, vous prenez à contre-pied le SIF, qui même lui aussi a ses conditions. On y arrive. Sambaka, enfin, moi, c'est ce que je dis. Eux, ils sont... Oui, je dois dire que le principe de débat, le principe de rencontres, situation, j'ai failli dire conflictuelle. Oui, c'est que on adopte le mode, n'est-ce pas, comme on a obtenu à la tripartite le consensus. Parce que, voyez-vous, il faut bien que quelqu'un convoque. Et de par la loi, le président de la République a joué ce rôle. Il est donc possible que lors d'une rencontre, une majorité statistique puisse se dégager. Comment on sort de là pour que chaque chose soit prise en compte? La réponse a été trouvée à la tripartite. C'était le consensus. C'est-à-dire que même si vous êtes minoritaire, ce que vous avez dit, vous passez à l'autre point à condition que vous soyez tombé d'accord.
Ça, c'est une chose. Il est donc question aujourd'hui de voir le problème de la sécurité qui avait été résolu parce que la décentralisation est le fruit de la réunion tripartite. La décentralisation qui n'a pas été entièrement implémentée. Et moi, je suis témoin aussi de cette histoire où le président Damdjoya, comme c'est lui qui était pour la Constitution, n'est-ce pas, pour le débat, il m'a envoyé plusieurs fois après la tripartite, dans le sud-ouest, où je suis allé rencontrer des gens comme Mola Joli Toubé, ambassadeur Fossou et autres, avec des lettres. Et il correspondait, c'est-à-dire qu'il continuait à travailler. Et je dois dire qu'on ne peut pas fonctionner dans le pays si on ne continue pas à travailler. J'ai ici à côté de moi la suite du travail. Vous comprenez? Toujours fait par Adamou Damdjoya, le contrat républicain. Pourquoi? Parce que nous passions du parti unique au multipartisme. Et il fallait bien qu'on ait un nouveau contrat. C'est tout comme le contrat social qui est là. Pour un nouveau contrat social. Ça fait 10 ans que ces documents sont publiés. Tout ça, c'est suite, n'est-ce pas, à cette rencontre qui est inachevée. Parce que nous allons encore rentrer dans le vivre ensemble. Alors, pour rentrer dans le vivre ensemble, avec ce large débat, il faut le préparer. Il faut préparer, il faut des supports. Pour terminer, je veux vous dire, parce que moi j'ai réfléchi depuis, je ne sais pas si vous allez partager mon avis, mais l'opposition camerounaise a un problème. Si vous n'êtes pas le leader, vous ne faites rien, tout est mauvais. Si c'est l'autre qui est le leader, il a fait que des conneries. Alors comment on va s'en sortir si on n'a pas un contrat républicain mis en place, si on ne réfléchit pas autrement, si on ne met pas en place des mécanismes qui puissent permettre de dégager quelque chose. Parce que telle que l'opposition était hier, elle était mieux qu'aujourd'hui. Il faut le dire. Mais ceux qui n'étaient pas à la tripartite, ceux qui n'ont pas participé de manière efficiente à la tripartite, l'ont décrié ipso facto. Alors que la tripartite est venue non seulement apaiser les villes mortes, et je dois vous dire entre parenthèses, nous étions dehors. Les gens en avaient marre. Et puis les commerçants ouvraient, mettaient leurs marchandises. Ils ont même certains ont ouvert la porte derrière. Donc tout le monde avait intérêt à ce que ça s'arrête. On a tendu la main. Si vous êtes en capacité de négocier, vous allez négocier. Si vous n'êtes pas en capacité de négocier, laissez ceux qui sont en capacité de négocier, négocier. Jugeons les choses telles qu'elles sont. Nous avons revendiqué, nous avons obtenu au moins 80% de nos revendications. Qu'est-ce qui a raté? Qu'est-ce qui était le marché de dupes? Le marché de dupes, c'était de ne pas comprendre que quelque chose avait avancé et qu'il fallait se mettre là-dessus pour qu'on obtienne tout cela ensemble. Évariste va certainement vous répondre, mais d'abord Jean Soga sur le grand débat national des similitudes, au-delà de la grande assise. Je veux dire, le contexte il est quand même différent, mais il y a quand même la démarche pour y arriver est totalement différente. Je vois qu'il y a une large consultation du Premier ministre pour préparer tout cela. Il reçoit, même si le chef de l'État n'a pas implicitement citer les partis politiques, il est clair que les partis politiques sont des acteurs majeurs dans cette affaire. On ne va pas réunir 26 millions de Camerounais pour les interroger les uns après les autres. Il faut donc qu'il y ait des représentations, il faut donc que les mécanismes se mettent en route. Et d'ailleurs, les consultations ont commencé, vous avez certainement vu les calendriers aujourd'hui, et puis voilà. Donc, la méthode, c'est-à-dire la méthodologie implémentée par le ministre John Gouté est totalement différente de celle de l'époque. Les contributions, on va dire, sont totalement différentes, exprimées de manière différente aujourd'hui. Ça c'est une chose. Les points en discussion même ont évolué parce que bon, les points sur la Constitution qui donnent lieu à contribution aujourd'hui, c'est la forme de l'État, c'est comment dire ça, c'est la partie sur la transition à la tête de l'État. Ce sont ces points-là qui sont en discussion aujourd'hui, alors qu'à l'époque, on n'en parlait pas, ce n'était pas dans nos préoccupations. Il faut dire que l'approche
étant différentes, les points en discussion étant différents. Aujourd'hui, j'ai lu pour certaines contributions des partis politiques, y compris celui que je représente aujourd'hui, parler de système éducatif unique, alors qu'à l'époque, ça ne rentrait pas dans nos préoccupations. Donc les points en discussion sont différents, la méthodologie est différente. Je pense que il faut dire une chose, c'est que évidemment, nous allions à la tripartite dans l'espoir de voir un changement à la tête de l'État immédiat, tout de suite, maintenant. Un peu comme on espérait, comme si on espérait retourner... l'implémentation d'un Biamosgo à l'époque. Ça faisait partie des revendications, évidemment, il faut le dire. Et c'est bien de préciser que lorsqu'on va en négociation, on demande le maximum pour obtenir, on va dire, ce qui est acceptable. Et nous savions bien que en abandonnant la revendication du Biamosgo, on perdrait au change parce que nous n'avions pas, on va dire, on n'avait pas la force, on va dire, du pouvoir en place. On n'avait pas les mêmes moyens. Donc, comment dire ça, le fait est que aujourd'hui les choses sont différentes. Les pressions et les obligations que nous avons nous concernent tous, sans que pour autant on ait besoin de courir dans la rue, casser, brûler des pneus. On comprend que le vivre ensemble est une nécessité absolue, c'est une nécessité vitale pour le Cameroun. Nous sommes tous plus ou moins, nous sommes tous concernés par cette revendication. Elle sous-tend toutes les autres qui sont autour. Je ne veux pas me disputer ni avec l'honorable Foupoussi, ni avec qui que ce soit d'autre du SDF sur l'importance de la tripartite. J'ai beaucoup de mépris pour des gens qui n'assument pas leur posture. Et j'étais là à la tripartite. Je suis un acteur majeur. J'étais là, présente. J'ai été dans les commissions de rédaction, donc je sais de quoi je parle. Et je sais que, j'ai peut-être pas la mémoire des noms, il y avait un médecin qui était à Limbé, que le SDF avait laissé en salle, qui avait signé tous les documents d'ailleurs, en lieu et place du chairman qui était parti. Le prétexte de son départ n'est pas celui énoncé aujourd'hui, mais peu importe. C'est le jeu de la politique, parce que la politique, c'est, l'art de convaincre l'autre, y compris par la roublardise. Et moi, je dis, c'est un choix. Je respecte, c'est pas mon parti, donc ils ont leur méthode. Mais je dis, je ne vais pas me disputer sur l'importance de la tripartite et l'importance des acteurs, ce qu'ils ont obtenu, pas obtenu, parce que les faits sont là, ils sont têtus, vous avez beau les nier. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que le Cameroun ne se fera pas à coup de slogan, ça ne va pas se faire. Le Cameroun se fera avec le travail, et avec le travail de tous. On n'exclura personne du Cameroun. On ne chassera personne du Cameroun. Ceux qui voudront partir, évidemment, on ne va pas les retenir. Ils sont libres de partir, mais personne ne va chasser personne ici. Nous resterons tous et nous travaillerons pour ce pays, parce que ce pays se construira avec chacun de nous. C'est comme ça qu'il va falloir que les gens, c'est ce qu'il va falloir que les gens intègrent lorsqu'ils iront à quelque rencontre que ce soit le grand dialogue, le dialogue national. Organisé aujourd'hui ou appelé par le chef de l'État, Paul Biya, que ce soit un autre événement qui serait éventuellement conçu, créé ou élaboré par ceux qui viendront par la suite, peu importe, tous les Camerounais seront partie prenante à chacun des niveaux. Et je voudrais passer la parole à Évariste Opossy avec cette autre contribution qui nous est partagée par Seydou Madadi. Reprend le Jeune Afrique numéro 1602 du 11 au 17 juillet 91, où Eboa Samuel dit: ma présence à la tête de l'UNDP n'est pas motivée par une quelconque volonté de conquérir le pouvoir. J'ai été désigné par les militants de ce parti pour le diriger en l'absence de son principal fondateur, l'ancien Premier ministre Bolle Bobama. En l'absence de son principal fondateur. Citation dans le Jeune Afrique de juillet 91. Alors Évariste, le grand débat national intervient, Jeanne l'a dit, dans un contexte évidemment où le président de la République a déjà fixé le cap. Il a donné les grandes orientations, mais manifestement, tout le monde n'est pas de cet avis systématique dans le cadre défini par le président. D'ailleurs, le SDF l'a dit à travers un document signé de son premier vice-président, Joshua Osei, qui a fait un ensemble de contre-propositions. Le MRC en a fait également. De suggestions, si vous voulez. C'est un jeu de mots. Hein. Non, le contre-proposition, ça veut dire qu'il y a d'abord des propositions. Pas posé des conditions. Non, j'ai dit contre-proposition.
comme la majorité de Camerounais, on voulait le dialogue comme vous. On voulait que les Camerounais aient l'occasion de s'exprimer sur leurs problèmes et surtout sur les problèmes fondamentaux qui nous paralysent à l'heure actuelle. Le président a accordé ce dialogue. Nous souhaitons que ce dialogue soit une réussite. C'est pour ça que nous avons fait des suggestions. Et ces différentes suggestions, ce n'est pas des conditions. Nous irons au dialogue. Ok. Mais nous irons défendre des idéaux tout autour de ces suggestions que nous avons faites. Hein, qui sont par exemple la neutralité de celui qui va conduire les débats, entre autres, qui sont qu'on aille au fond du problème. Hypothèse simple. Si jamais l'organisateur n'accède pas à cette demande, que fait le SIF? Non, allons-y d'abord. D'accord. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure, qu'il faut qu'on y aille. On verra devant. On verra dedans. Quand il y aura une difficulté, on prendra vous en tirerez les conséquences. Oui, les conséquences qui s'imposent. Non, j'ai dit que nous avons fait des suggestions. Et ces suggestions, entre autres, comme je le disais tout à l'heure, c'est la forme de l'État, encore que tel que le président l'a cadré, ce n'est pas exclu. La discussion sur la forme de l'État n'est pas exclue. Quand il demande qu'on discute de l'unité nationale et tout ça, on va faire des propositions pour renforcer cette unité nationale et ça va toucher la forme de l'État. Hein? L'un des États les plus unis au monde, c'est les États-Unis. Pourtant, c'est un État fédéral. Donc, nous avons fait un certain nombre de propositions. Je vais dire, pour, de mon côté, clore ce problème de la tripartite, vraiment, nous les politiciens, tirons, surtout de l'opposition, tirons les leçons de la tripartite pour faire réussir le débat qui arrive. Et ces leçons-là sont lesquelles? Si on ne tire pas, qu'est-ce qu'il faut en tirer? Le réalisme. C'est-à-dire qu'il faut être réaliste en politique. C'est-à-dire? Il ne faut pas être naïf, il ne faut pas se laisser piéger. Il faut savoir que lorsque vous avez affaire au pouvoir et que vous êtes dans l'opposition, vous êtes des adversaires. Vous n'êtes pas des ennemis, mais vous êtes des adversaires. Et chacun cherche à tirer profit de l'autre. Oui, à cause de l'opposition. Donc, je dis que le SDF va faire un certain nombre de propositions pour que nous puissions réussir ce dialogue et nous espérons que ces différentes propositions sont prises en considération et que ce dialogue conduira premièrement à la paix dans ce pays, parce qu'il y a une situation terrible dans les deux provinces du Nord et du Sud et même dans le septentrion aussi. Donc, il faut que nous obtenions la paix dans ce pays et ensuite que nous renforcions notre cohésion institutionnelle en mettant en place des institutions consensuelles de nature à renforcer cette cohésion. On n'est pas très d'accord avec cette expression de vivre ensemble qu'on balance partout. Il n'y a jamais eu de problème de vivre ensemble au Cameroun. Les Camerounais vivent ensemble. Il y a un problème de cohésion institutionnelle. Il y a un problème et de cohérence entre nos proclamations de démocrates et nos actions sur le terrain de la démocratie. Quand nous ferons converger tous ces éléments, nous créerons des institutions fortes qui feront de notre pays un pays uni, mais un pays institutionnellement organisé de telle sorte que chacun puisse se retrouver, puisse défendre sa personnalité et faire valoir ses capacités à construire la nation. Moi, je crois que si nous sortons de ce dialogue avec cet esprit-là, si nous obtenons la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, si nous arrivons au septentrion, nous sommes victimes d'une attaque extérieure. Nous nous battrons pour défendre notre pays, mais au sud-ouest, au nord-ouest, c'est pas la même chose. Donc, je pense que ce dialogue doit
conduire à des réalités concrètes et non simplement à des vœux pieux. N'empêche qu'il y a un inconnu majeur. La participation non en année des séparatistes, on n'en est pas encore tout à fait certain. La participation au nom des séparatistes au dialogue annoncé. La participation au nom des séparatistes annoncés, vous savez, même pendant les guerres, Qui les a annoncés? Même pendant les guerres les plus importantes, les gens discutent. Vous savez, la participation au nom des séparatistes, on peut, avec la volonté des deux camps, trouver des gens. Vous savez qu'il y a des gens qui sont en prison et d'autres qui parlent pour eux, qui vont négocier pour eux. Moi, je me dis ceci, il ne faut pas empêcher le dialogue de se tenir en posant des conditions. Moi, je sais qu'il y a les séparatistes. Nous sommes là, nous sommes 6, 5. Je suis la seule personne qui soit partie voir Chifa Ayamba en 2006 dans le maquis vers Manfé. Mais je dis qu'il y a quand même des gens qui discutent. Je n'ai sorti que dans une émission il y a 3 mois ce qu'il m'avait dit. Vous avez suivi. Mais je dis que la participation au Nord, moi je ne pense pas que ça sera un problème, mais j'espère que ça sera résolu. Sambaka. Oui, je pense que le contexte aujourd'hui est différent. Ce qui doit nous unir aujourd'hui, c'est la volonté de sortir de cette situation. Et pour sortir de cette situation, il faut avoir à l'esprit que nous allons vers une réconciliation, que nous allons vers le pardon et que nous allons vers la reconstruction. Nous ne faisons pas les choses au hasard. Je n'aime pas parler de beaucoup de ce que nous faisons. Mais le 13 novembre 2017, l'UDC a organisé à la maison à Yaoundé, je vois Jeanne sourire, parce qu'elle était parmi les panélistes. Nous avons organisé une rencontre pour parler de la tripartite, pour commémorer la tripartite. Et le but recherché au départ était le fait qu'il y avait déjà la crise anglophone. Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de la tripartite pour que demain, la rencontre que tout le monde savait qu'arriverait un jour, qu'on puisse mieux la préparer ensemble. En dehors de Jeanne Soga, le docteur Hilaire Kamga, Célestin Bezigui, Hubert Mounonjana et quelques autres. Je crois que Elim Lobe aussi était venu. Évidemment, Damoun Damjoya, oui. Le président de l'UDC. Oui, c'est lui qui avait invité. C'est lui qui avait initié cela. On a donné les invitations à tous les partis politiques. Mais ça ne les a pas intéressés parce que déjà les préjugés de dire que la tripartite c'est rien sans en démontrer en quoi c'est rien a fait en sorte que nous avons raté ce rassemblement pour parler ensemble de la tripartite et voir comment est-ce qu'on allait aborder le dialogue qui était incontournable et à venir. Donc, la politique, c'est prévoir. Je vous dis, le 13 novembre, elle était là. Donc, il y a des choses qu'on peut faire. Mais j'ai l'impression que ça n'intéresse personne de travailler. On ne peut rien obtenir si on ne travaille pas. Il faut travailler. Mais critiquer, c'est la chose la plus simple. Mais proposer, il faut proposer. Et il faut aboutir à un consensus. Il faut aboutir à une réconciliation. Donc, face aux morts que nous voyons aujourd'hui au Cameroun, le Cameroun n'a jamais connu cela. Du moins, moi, je n'ai pas connu cela. Alors, la question fondamentale est, est-ce que nous partons faire du show ou bien nous partons chercher des solutions aux problèmes du Cameroun? Si nous partons chercher des solutions aux problèmes du Cameroun, un peu d'humilité, beaucoup de tactique. Moi, je dis par exemple, c'est normal de demander que le modérateur soit neutre. Mais si le modérateur n'est pas neutre, vous faites quoi?
il faut avoir une autre porte de sortie. Le consensus. Le consensus empêche que le modérateur qui n'est pas neutre puisse faire passer les choses. Vous comprenez? Donc il y a des techniques de négociation. Mais ça, on peut le faire que quand on est dans les dispositions de 91, où les gens se parlaient. Aujourd'hui, les gens ne se parlent pas. Dans l'opposition. Et puis aujourd'hui, le problème n'est plus l'opposition seulement. L'opposition, ça concerne les séparatistes. Ça concerne tous les Camerounais. Et évidemment, c'est ouvert. Moi, je peux dire qu'entre le discours de 91 du président de la République et le discours d'aujourd'hui, beaucoup de choses ont évolué. Parce que, à un moment, je me suis dit, mais tiens, c'est formidable parce qu'il est ouvert. Mais attention, si vous suivez bien les médias, la déformation de ce discours a commencé. Certains vont vous dire qu'il est question d'aller causer, de faire un rapport et envoyer à qui de droit. Est-ce que c'est encore ça? Donc il faut faire attention. Si vous partez sur ce principe, oh, tel a dit ceci, vous voyez le dysfonctionnement qu'il y a dans le gouvernement, tel a dit ceci, vous vous arc-boutez sur ça, vous passez à côté de la chose. Absolument. Donc il faut préparer ce dialogue. Il faut voir les techniques de négociation qu'on va pouvoir utiliser pour aboutir à un consensus, à quelque chose qui peut faire avancer, qui peut faire taire les armes. Parce que l'objectif, c'est de savoir si nous sommes en capacité de résoudre ce problème qui dure depuis 3 ans et qui n'a pas encore de solution. Si nous partons là-bas pour renverser le président de la République, alors on n'est pas sérieux. Parce que le président de la République demande qu'on se retrouve pour trouver les solutions aux problèmes. Et parce qu'on va trouver les solutions aux problèmes, on va lui dire que le système électoral est mauvais et on va le réformer. Et on ira aux élections avec un code électoral consensuel. Il ne faut pas entrer à étourdir par la petite porte. Il faut qu'on s'entende sur le jeu, n'est-ce pas, sur les règles du jeu. Et puis, ma foi, chacun va dérouler son programme. Moi, je pense que c'est comme ça. La tripartite a fait bouger les lignes et ramener la sérénité que l'opposition n'a pas su capitaliser. Le tournant raté par l'opposition était les législatives de mars 92. Le RDPC a eu 88 sièges. Mais avec les 20 sièges du nord-ouest et plusieurs autres sièges de l'ouest et du sud-ouest à cause de l'absence de SDF, ainsi que les 5 sièges du NUN parce que l'UDC était absente. Ah bon, il n'a que 5 sièges. En fait, le RDPC devait se retrouver avec un peu moins de 40 sièges. Compris. À partir de là, on peut comprendre beaucoup de choses. Saïdou Maïdadi. Comment il n'a rien compris? Comment il n'a rien Jean, la question était... Il n'a rien compris. Comment il n'a rien compris? Non, c'est une analyse froide de la situation. C'est son analyse. Il faut respecter les avis des gens. Mais nous respectons. Non, si vous dites qu'il n'a rien compris, ça veut dire que vous refutez son droit D'accord, avec 6 députés, a eu 4 ministères. La question était autour de ce grand débat national et on s'interroge sur la participation ou non de séparatistes. Ça pourrait compliquer davantage la tâche. Bien, de toute façon, la position de mon parti est la suivante. Il n'est pas question de parler de sécession. Donc vraiment, s'ils viennent sur la table de la négociation, ce n'est certainement pas pour diviser le Cameroun. Nous, par contre, ce que nous disons, c'est que la forme de l'État et l'avènement du fédéralisme doit pouvoir être discuté. Même si on en connaît le coût, et on sait que un fédéralisme à 10 États est extrêmement coûteux, même à 4 États extrêmement coûteux, nous disons que c'est une forme qu'il faut discuter parce que une partie des Camerounais pense que ce serait la solution. Il faut donc en discuter. Il faut permettre aux gens d'exprimer leurs avis sur la question. Il y a le problème de la décentralisation sur lequel il va falloir échanger pour comprendre ce qui grippe et ce qui, on va dire, freine, ce qui fait freiner des quatre fers cette activité qui aurait dû déjà arriver, à terme, au jour d'aujourd'hui. Il y a la révision constitutionnelle, en ceci que
si on revient sur la forme de l'État, c'est une révision constitutionnelle qui s'oppose. Il y a la révision du code électoral sur l'article 166, en l'occurrence, et autant de choses qui nécessitent... L'article 166, non. J'ai rien à voir avec vos... le code électoral. C'est le code électoral. Alors donc, je dis, franchement, nous avons intérêt à exprimer chacun, pour ce qui le concerne, à exprimer sa contribution de manière constructive. Mais si je dois répondre essentiellement à la question de l'absence ou la présence, de la présence des séparatistes, si je m'en tiens au fait que les séparatistes sont en baso états-unien, bon, moi je ne sais pas. En baso états-unien. Bon, pour dire qu'ils se partagent entre les États-Unis. Je crois savoir que l'appel au dialogue a été lancé et adressé aux Camerounais. Ceux qui viendront à ce dialogue devront reconnaître leur nationalité camerounaise. Absolument. Donc c'est d'abord ça le fait. Et donc je vois mal des gens qui ont déclaré par ailleurs qu'ils renient la nationalité camerounaise, venir s'asseoir avec des Camerounais. Bon, c'est bien si ça arrive, et je pense que s'ils abandonnent une partie de leurs revendications, en l'occurrence celle de d'une nationalité virtuelle, ils pourraient venir s'asseoir. Je ne crois pas avoir entendu dans le discours du chef de l'État l'exclusion de qui que ce soit. Il y a simplement un recadrage et un rappel historique des événements qui ont permis au peuple camerounais, pour ceux qui n'avaient peut-être pas été suffisamment attentifs au déroulement, qui a permis à chacun de revenir, de se recentrer autour de la préoccupation essentielle. Donc, il n'y a pas d'exclusion. Il y a une remise au point sur certaines choses. Il n'y a pas d'exclusion, mais il y a des conditions de participation, notamment pour ceux qui ont pris les armes. Déposer l'air, passer par le DDR. Mais cette disposition est antérieure à l'appel au dialogue. C'est-à-dire, on rappelle que il a été demandé à ceux qui ont pris les armes, aux milices, de déposer les armes. D'ailleurs, une partie des miliciens déposent les armes au fur et à mesure. On les voit. Et ce n'est pas que de la propagande, parce que, contrairement à ce qui est dit, moi-même, j'y vais régulièrement pour m'assurer que des dispositions sont prises pour sécuriser déjà ceux qui ont déposé les armes et leurs familles, et pour comprendre quelles sont les actions qui sont menées pour leur réinsertion. Parce que lorsque vous avez abandonné le monde, on va dire, normal, entre guillemets, pour aller en brousse dans le maquis, vous prenez les armes, vous vous déconnectez de la norme. Il faut quand même une sorte de rééducation pour vous réinsérer dans la société et vous réapprendre des gestes et des fonctionnements qui semblent, somme toute, sont normaux. Donc, nous suivons, nous sommes... moi, je suis optimiste. Peut-être parce que ma nature le veut ainsi. Sinon, il y a longtemps, j'aurais quitté le pays. J'ai la possibilité, moi, de choisir une autre nationalité sans forcer. Mais j'ai choisi d'être camerounaise. C'est un choix personnel. Il y a un téléspectateur bien avisé qui me fait remarquer que certains ministres qui ont d'autres nationalités viendront bien à ce débat. Bon, c'est peut-être pour rire. Je ne sais pas. Moi, je ne fais pas de procès en sorcellerie. Tant qu'on ne m'a pas fourni un passeport, je considère que tout ça, ça relève du ragot. Nous parlons sérieusement. Nous parlons d'un dialogue et d'une possibilité de participation. Je dis, moi, j'ai choisi de rester camerounaise. Et c'est à ce titre-là que je participe à ce dialogue-là. J'invite tous ceux, vraiment, véritablement, sans exclusive, à participer. Mais évidemment, pour participer, il faut être camerounais. Donc, je suppose que ceux qui se retrouveront autour de ce dialogue vont de fait reconnaître leur nationalité et revenir à la raison sur ce point-là au moins, quitte à ce que les revendications. Donc, je réitère la position du FSNC, oui, sur la discussion sur la forme de l'État, y compris sur les aspects liés au fédéralisme, qu'il faut pouvoir discuter, parce que c'est une préoccupation de nombreux Camerounais. Il faut en tenir compte, c'est important. Et oui à la révision du code électoral et la prise en compte des préoccupations comme les préoccupations liées aux langues officielles que nous avons, et surtout nous, de toute façon, dans notre contribution, nous mettrons le système éducatif unique, parce qu'il n'y a pas de raison que dans un Cameroun
comme celui que nous voulons, même s'il devait être avec des États fédérés, qu'on parle de systèmes éducatifs différents, parce que on est d'expression anglaise ou on est d'expression française, ça n'a pas de sens. Il faudrait instaurer même le principe selon lequel, pour prétendre à une promotion au sein de l'administration, il faut pouvoir parler les deux langues de façon égale. Et ça, si on ne l'impose pas aujourd'hui, eh bien, nous n'arriverons jamais à asseoir ce bilinguisme. Là, on va rester dans des vœux pieux, dans les discussions, dans les marchandages, et ainsi de suite. Voilà, ça c'est ma conclusion. Alors, Évariste, en plus de votre avis que je prendrai évidemment sur l'absence ou la présence des séparatistes, il y a quand même que vous je voulais dire que j'ai dit l'article 166 et l'article 116 sur l'élection présidentielle. Je voudrais quand même vous introduire aussi. Oui, je veux dire, au-delà de cette participation, donc la question revient, possible ou non, vous avez quand même la particularité de demander la neutralité du modérateur ou alors de celui qui préside, qui va conduire les assises. Vous avez des propositions, des noms, des personnes neutres, assez neutres pour conduire ce genre de... Je vois que le cardinal Toumi, son nom revient beaucoup. Je sais pas, je dis que son nom revient beaucoup. Je dis que son nom revient beaucoup. Je dis que son nom revient beaucoup. On devrait aller chercher... Son nom revient beaucoup. Bon, voilà. Je disais qu'il y a au moins 25 millions de Camerounais. Nous ne pouvons pas dire qu'on ne peut pas trouver parmi les 25 millions des gens suffisamment posés, suffisamment avertis, suffisamment mûrs. Donnez-nous un nom. Pour neutre, on parle de neutre. Il y en a plein. Donnez-nous un nom. Il y a les Camerounais. Non, je connais le grand frère. Si je cite un nom, tu vas te précipiter dessus pour détruire. Je dis qu'il est possible. Il est possible. Je ne citerai aucun nom, mais il y en a. Nous avons dans notre agenda, nous avons. C'est vous qui voyez cela. Quand nous parlons de la neutralité de débat... Et Varus vous a sagement écouté tout à l'heure. Je les ai écoutés, je les ai pas interrompus. Avec la même sagesse. Non, je disais que sur ce point-là, nous savons de quoi nous parlons. Nous le disons parce que c'est l'une des conditions pour la réussite de ce débat. Absolument, il faudrait que le modérateur ne soit pas directement partie prenante. D'accord. Sur la présence ou non des... Oui, non, mais on ne peut pas... il faut qu'il soit au débat. Bon, il pose des problèmes de sécurité pour la plupart. Ils ont raison parce qu'ils sont dans l'illégalité, ils se sont eux-mêmes mis dans l'illégalité, mais à partir du moment où nous voulons résoudre le problème anglophone, nous ne pouvons le résoudre qu'avec tous les acteurs. Donc par conséquent, je crois que l'État doit faire quelque chose pour qu'ils soient là. Quels sont leurs problèmes? Ils ont deux problèmes. Ils ont le problème de leur sécurité, ils se disent, bon, moi qui suis en Brousse, si j'arrive là à Yaoundé, rien ne dit pas qu'on ne va pas m'arrêter et me mettre à Kodegui. Donc, il y a ce problème-là. Il y a le problème de mouvement. Donc, est-ce qu'il n'est pas possible de faire une sorte de cessez-le-feu pendant la période des débats pour permettre que les gens se sentent plus sécurisés, qu'ils aient la possibilité de se mouvoir et de participer au débat. Donc, toujours est-il qu'il faut tout faire pour que ceux-là participent au débat. C'est vrai, certains se sont dit ambazoniens, mais nous on va dans un débat, on va discuter. Vous savez que quand on va à un dialogue, chacun recule. On regarde les arguments de l'autre. Le plus possible, oui, pour ne pas, voilà, pour que le compromis soit de son côté. Donc moi je me dis que c'est pas parce que quelqu'un qui a travaillé au Cameroun, qui a été un cadre camerounais, dit qu'il n'est plus camerounais. Non, ça peut peut-être même être un argument de discussion. Hein? Ça fait partie de son panel de conditions pour s'il faut utiliser cette question. Non, il faut absolument que les groupes armés participent au débat. Et il revient à l'État de tout faire pour faciliter cela, quitte à édicter certaines mesures juste pendant cette période-là. Ce n'est pas exclu. Le président de la République
a cette autorité-là, il peut le faire. Donc, sur ce point-là, nous sommes catégoriques. Il faut que les sécessionnistes, même ceux qui sont sécessionnistes, participent au débat. Pour tout le reste, moi, je ne suis pas aussi pessimiste que quelqu'un tout à l'heure qui disait que l'opposition ne vaut plus rien. Non, c'est pas que nous. On ne peut pas refaire l'histoire. Hein. Il faut gérer une époque avec ces ingrédients, avec les opposants d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier. Et puis même si ce sont encore ceux d'hier, il y a le renouvellement automatique des générations qui s'impose et qui va s'imposer à tout le monde. Nous ne sommes pas là ce soir pour raconter la tripartite afin de tirer l'histoire derrière. Non, nous ne demandons pas qu'on vienne calquer le dialogue sur la tripartite. Non, nous disons qu'il faut s'inspirer de cette tripartite, tirer les leçons de cette tripartite pour faire réussir ce dialogue. Et sur ce point, le SDF a fait une série de propositions qui sont de nature à vivifier ce dialogue et à apporter et la paix au Cameroun, en particulier dans les zones anglophones, et la sérénité et la stabilité institutionnelle au pays, afin de lui permettre d'utiliser ces énormes potentialités question pour de sortir retrouver sa place à en tout Afrique. le monde. Quelle garantie peut-on avoir que les conclusions, les résolutions prises au cours de ce grand débat national seront implémentées? Je veux dire que c'est l'un des regrets quand même de la tripartite, que toutes les décisions qui avaient été prises n'ont pas connu une mise en œuvre véritable ou réelle. Beaucoup ont cité notamment cette histoire de décentralisation, la Constitution de 96 qui n'a pas totalement été mise en pratique. Aujourd'hui, au sortir de cette... Je vais donc commencer par vous. Au sortir donc de ce grand débat national, comment est-ce qu'on peut s'assurer, quel mécanisme faudrait-il mettre en place, c'est des propositions évidemment, pour que toutes les résolutions, aussi intelligentes, je l'espère, soient-elles pour résoudre les problèmes posés, puissent effectivement être mises en place pour qu'elles soient implémentées. Je commence donc par vous, ce sera la dernière prise de parole. Oui, nous avons mis tout ça dans ce que nous avons appelé le timing. Okay. C'est-à-dire qu'il faudrait que ce chapitre soit l'un des tout premiers à être débattu avant qu'on entre dans le vif du sujet. Qu'on l'adopte d'abord. Oui, qu'on adopte le timing. Commence par la fin. Voilà. Quelles sont les étapes une fois qu'on aura obtenu des propositions, elles vont passer par où et comment elles seront implémentées. Donc, pour nous, ça doit être l'un des premiers points de débat. Et vous, concrètement, qu'est-ce que vous proposez dans ce chapitre? Mais non, nous proposons qu'il y ait un timing, que le timing soit adopté, qu'il y ait un timing dès le départ et qu'il soit adopté et que les gens travaillent en conséquence. Merci. Anané Rabébindi, ce sera la dernière prise de parole. Vous savez, j'ai une question d'âge. Vous savez, si on va à une affaire comme celle-là, dont la vie de la nation en dépend, si on part avec des préjugés, est-ce que seulement on va se mettre à table? Les garanties, nous espérons. Tout ce qui compte pour nous, c'est la garantie de la parole. C'est la garantie de ceux qui nous dirigent, qui sont Camerounais comme nous, qui veulent aussi qu'il n'y ait pas de problème, que ça s'arrange. Tout ce qu'on peut avoir d'abord, c'est leur garantie. Et croire celle-là, c'est la garantie de leur parole, que le président veut qu'il y ait la paix. Et à partir de ce moment, on y va avec des idées que ça devrait marcher. Merci. Sambaka. Oui, nous, à l'UDC, nous avons notre approche pour la résolution des problèmes. Nous avons notre approche. Moi, je pense que le fédéralisme, la décentralisation et tout, on regarde d'abord le contenu. Ensuite, on se dit pourquoi en est-on arrivé là. Parce qu'à partir de ce moment-là, on peut analyser et puis faire des propositions qui vont arranger les gens.
C'est pour cette raison qu'en 1993, nous, on a sorti un avant-projet de constitution suite à notre rencontre à la tripartite qu'on a appelé le nouveau fédéralisme, le fédéralisme des régions. Vous comprenez? Tout dépend du contenu. Pourquoi les gens sont fâchés? C'est la même question. Pourquoi les gens sont sécessionnistes? Les sécessionnistes étaient des marginaux. Bon, il y a des gens, par frustration, ont adhéré à l'idéologie, n'est-ce pas, des sécessionnistes, mais ils ne veulent pas la division du Cameroun. Ce sont des Camerounais. Bon, s'ils viennent là à la table de négociation, c'est une très bonne chose, parce qu'ils vont s'exprimer. La première chose, c'est de laisser les gens s'exprimer. Quand les gens se sont exprimés, on peut se rendre compte que peut-être que la chose malentendue, et même on peut trouver des solutions facilement. Et le fédéralisme ou la sécession devient même une décentralisation, parce que en réalité, la décentralisation, c'est celle-là qui touche la base même, c'est-à-dire les communes. Le fédéralisme peut être un fédéralisme centralisé. Hein. Donc il faut dialoguer, il faut discuter pour mettre quelque chose comme contenu. Quand on aura trouvé un contenu consensuel, tout le monde qui est parti là-bas, franchement, c'est pour que le Cameroun retrouve la paix. C'est pour que le Cameroun retrouve la croissance. C'est pour que les Camerounais s'embrassent et que les spécificités soient des valeurs, des richesses. Donc voilà, moi je pense qu'il faut être positif parce que c'est un tournant de notre histoire. Notre identité en dépend, notre devenir et notre avenir en dépend. Nous pouvons profiter de cette occasion pour bâtir ce nouveau Cameroun pour nos enfants et nos petits-enfants. Merci Sambaka. Jean Soga, je sors avec vous sur des propositions peut-être de garantie de mise en œuvre véritable de ce qui est... La seule garantie que nous devons exiger, c'est l'amour pour notre pays. Parce qu'on a beau discuter du timing, on va perdre un temps fou là-dessus parce que, connaissant nos amis du SDF, ils vont prendre les 3/4 du temps imparti à cette rencontre pour discuter des choses qui, en réalité, sur lesquelles ils n'ont aucune emprise. Parce que lorsque vous discutez avec un pouvoir, vous pouvez définir un certain nombre de choses, mais s'il n'y a pas en chacun la volonté de construire une nation, de continuer à construire ce pays, l'amour pour ce pays, là, rien ne va se faire. Donc pour moi, le plus important, c'est la fibre patriotique en chacun de nous, c'est-à-dire l'amour que nous avons pour notre pays, ce que nous voulons laisser à nos enfants, cet héritage que nous avons reçu des autres, que nous voulons pérenniser, que nous voulons céder à nos enfants demain, c'est cela qui doit conduire en fait les travaux de cette rencontre-là. Pour le reste, je dirais qu'il faut simplement garder en ligne de mire l'objectif commun. C'est maintenir cette nation debout. C'est ce qui est le plus important. Voilà, c'est ma contribution. Je voudrais tout en renouvelant mes excuses à Maître Charles Tchungan. Je me suis mêlé les pédales en reprenant son texte tout à l'heure. Je voudrais le remercier de sa contribution également. Dis merci à Saïdou Maïdadi qui a apporté du sien, à Jacques Ndoumbé-Kané qui a contribué, à Moïse Ndoumbé qui a également apporter des suggestions pour pour l'implémentation de cette émission. Je voudrais remercier sincèrement les panélistes ce soir. Ils ont vécu l'histoire 91, mais faites vos mémoires, non, s'il vous plaît, ça nous permettra à nous la journée. Vous avez vu toute cette documentation. Laissez-nous des livres. Vous allez à notre siège. Je dis que si nous ne la maîtrisons pas totalement, cette génération, je crains pour celle qui vient derrière nous. Et pourtant, c'est le Cameroun de demain. C'est pour ce Cameroun-là que le grand débat national se fera et qui sait peut-être nous permettra de retrouver un Cameroun serein. Bonsoir.